vous êtes, je pourrais dire mon général, puisque vous êtes dans l'armée, et chacun sait quand un colonel devient général, il quitte des galons pour avoir des étoiles, et vous êtes sans doute, j'imagine, le général de l'armée française qui connaît le mieux les étoiles. Vous allez nous en parler. Vous êtes aussi, alors vous êtes spationaute, est-ce qu'on dit spationaute, cosmonaute ou astronaute? Alors, les astronautes, maintenant, tous les astronautes des pays de notre continent sont regroupés au sein des astronautes de l'Agence spatiale européenne, et le terme consacré est astronaute. Spationaute, c'est un terme qu'on avait inventé avec Hermès, l'avion spatial, mais vous savez que ce projet s'est arrêté, et donc l'appellation n'est plus contrôlée. Alors, vous avez un CV extrêmement impressionnant. Je vais essayer de le résumer, ce qui n'est pas facile. Vous êtes né à Paris en 48, donc vous avez 52 ans. Vous avez pris l'avion tout petit déjà, non? Non, j'ai pris l'avion la première fois à 20 ans et comme pilote. La première fois que j'ai pris l'avion, j'étais aux commandes. Dans une sélection pour devenir pilote, je m'étais inscrit aux 3 concours qui permettaient de le faire. On verra d'ailleurs tout à l'heure ce que vous pilotez. École de l'air de Salon de Provence, formation de pilote d'essai en Grande-Bretagne en 81, et votre thèse d'ailleurs est consacrée à l'avion à décollage, et atterrissage vertical qui s'appelle le Arrière, c'est ça? Voilà, ça me prédestinait au décollage vertical en fusée sûrement. Alors ensuite, 83, vous êtes chef pilote d'essai, d'ailleurs vous totalisez 4200 heures de vol sur 102 types d'avions différents. J'ai bien dit 102 types d'avions différents, dont 1500 heures en essai, et vous possédez la licence de pilote de ligne, de pilote d'essai, de pilote de montagne et d'hydravion. Et on voit aussi d'ailleurs que dans vos passions extra-professionnelles, eh bien, vous pilotez plusieurs avions de chasse de la dernière guerre. C'est une distraction, effectivement, qui vous change peut-être de votre métier. Vous êtes spationaute, vous les sélectionnez spationaute en 1985. Vous entrez au CNES, et là vous participez aux études préliminaires de l'avion spatial Hermès dont nous avons parlé, ainsi que programme Caravelle 0G. Décembre 90, vous êtes la doublure de Michel Tognini pour le vol spatial franco-russe Antares et entraînement Cité des Étoiles. Être la doublure, ça n'est pas trop... Quelle est votre impression quand on est doublure? Est-ce que ce n'est pas frustrant? Vous avez été doublure, j'imagine, et vous avez eu des doublures vous-même. Oui. Ça veut dire que vous avez le même entraînement? C'est-à-dire qu'on a exactement le même entraînement et jusqu'à 3 jours avant le décollage, on peut être amené à remplacer l'astronaute titulaire. Et c'est arrivé d'ailleurs dans le cas de Claudien André Dehaye, puisque son commandant de bord a fait... au cours d'une investigation cardiaque, il a montré des signaux qui laissaient les médecins un peu dubitatifs, et il a été remplacé 8 jours avant le décollage. Et donc 8 jours avant le décollage de Claudie, pour son vol de 1996, on a changé complètement son équipage. Alors la Cité des Étoiles à Moscou, c'est un nom magique. Vous nous la décrivez un petit peu, cette Cité des Étoiles? Cité des Étoiles, vous savez, c'est dans le système soviétique que chaque fois qu'il y avait une activité technologique de pointe, on créait pratiquement un village de toutes pièces où toutes les personnes qui vivaient dans ce village se consacraient à l'activité principale. Ça a été vrai pour des centrales nucléaires, pour des recherches sur les électroaimants, sur les supraconducteurs, etc. Dans le cas de la Cité des Étoiles, c'était donc le centre d'entraînement des astronautes qui a été ouvert d'ailleurs tout de suite après le vol de Gagarine en 1961. Et en fait, ils ont commencé à construire ce centre dans les années 57. C'est à 30 km de Moscou, dans la forêt. C'est une petite ville avec des immeubles, mais des immeubles perdus au milieu des bois. Et dans notre cas, avec Claudie, on avait un appartement dans une des 2 maisons où vivait par exemple Alexis Leonov, qui a été le premier à faire une sortie extravéhiculaire, où vivait Madame Gagarine, la femme de Gagarine. Et donc on avait à la fois, on avait l'impression un peu d'être dans un musée, en même temps pour se préparer pour une activité qui reste encore une activité de haute technologie. Novembre 92 à juin 93, vous êtes désigné cosmonaute titulaire de la 4e mission spatiale franco-russe Altaïr. Et peu de temps après, juillet 93, ça y est, vous y êtes, c'est votre première mission. Vous partez du cosmodrome de Baïkonour
pour rejoindre la station spatiale Mir. 22 jours. Vous partez avec 2 Russes. Avec 2 Russes, oui. Et vous revenez avec 2 autres. Voilà, parce que, si vous voulez, ces vols étaient destinés à remplacer les équipages. C'était bien prévu, oui. Oui, c'était prévu à l'époque. Il y a eu d'autres épisodes un petit peu plus improvisés ensuite, mais là, dans le cas présent, c'était tout à fait prévu. C'était une relève d'équipage. Et simplement, moi, j'étais le 3e larron qui profitait du véhicule du nouvel équipage pour aller passer 22 jours à bord de la station et revenir avec l'équipage qui était relevé. Dans ce cas, il prolongeait un petit peu le temps de recoupement entre les 2 équipages. Et d'ailleurs, les 2 avec lesquels vous revenez avaient passé eux-mêmes 6 mois dans la station Mir. C'est ça, c'est ça. Alors ensuite, je passe beaucoup de choses. Mai 98, vous êtes à l'Agence spatiale européenne. Et là, vous êtes ingénieur de bord, vous intégrez l'Agence spatiale européenne, vous êtes ingénieur de bord de l'équipage titulaire désigné pour la mission franco-russe Perseus. Et du 22 février au 28 août, c'est-à-dire 6 mois, 6 jours, vous êtes en mission. Je pense qu'on en reparlera beaucoup plus tout à l'heure et que nous verrons des images. Et il y a notamment une sortie extravéhiculaire que l'on verra, j'imagine, probablement sur les... Oui, on voit ces images. Sur les images. Aujourd'hui, vous êtes le patron, le chef des astronautes de l'Agence spatiale européenne à Cologne, au Centre des astronautes européens. Nous savons que vous êtes très sollicité pour des conférences, que vous déplacez extrêmement peu, et c'est la raison pour laquelle, avec le Conseil général, représenté ce soir notamment par le sénateur Jacques Chaumont, qui tout à l'heure viendra à ma place, nous sommes donc très reconnaissants d'être venus. Nous saluons aussi, étant donné le monde qui est extrêmement nombreux, nous saluons les personnes qui nous suivent par vidéo interposée dans le scriptorium, puisque vous êtes ici dans le dortoir. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir ici. Je suis extrêmement impressionné de voir et de remercier toutes ces personnes qui s'intéressent à nos activités. Je crois que c'est un plaisir et un devoir quand on a la chance d'être un des rares élus à vivre les aventures que l'on vit et sur des projets qui sont des projets nationaux, qui sont des projets qui sont financés par les impôts, par l'argent de l'État. Et donc c'est un devoir de venir expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait, incluant bien sûr les aspects complètement professionnels et scientifiques et aussi les aspects plus personnels, plus émotionnels que représente cette grande aventure de la conquête spatiale. Alors l'ordre du jour de la soirée... Je pense que vous allez répondre à quelques questions de Stéphane Courgeon, qui a quitté exceptionnellement les Sables d'Olonne où il interviewe les navigateurs qui arrivent. Et alors Stéphane, vous êtes bien là, on parle d'un autre sujet, ne vous trompez pas. Je crois que vous dialoguez un petit peu, nous allons voir quelques images, et bien sûr le public aura comme d'habitude la possibilité de poser des questions. Et puis ça sera la conclusion. Vous n'avez pas fait de bouquin ? Bien justement, ce matin, j'étais avec un éditeur et peut-être on en reparlera, mais j'ai ramené 7000 photos numériques, 900 photos argentiques de l'espace. Et il y a un projet qui me tenait beaucoup à cœur, c'était de faire un livre sur les photos de nuages, car je trouvais que la puissance expressive et esthétique de ces thèmes nuageux était extrêmement intéressante et je crois que d'ici la fin de l'année, on va faire paraître ce livre. Vous reviendrez peut-être pour le dédicacer. Alors il faut rappeler qu'on va d'abord parler beaucoup et même uniquement quasiment de cette mission Perseus que vous avez effectuée pendant 188 jours et vous êtes d'ailleurs l'astronaute occidental à avoir séjourné le plus longtemps dans l'espace. Le non-russe, disons. Le non-russe, voilà. Il y a beaucoup de Russes qui ont fait des vols de 6 mois, mais à part les Russes, personne n'a fait un vol de 189 jours. Et un des derniers à avoir été dans Mir, puisque la station va être détruite très prochainement. On était le dernier équipage principal. Il y a eu un équipage de visite après nous, un an après nous, pour relever la hauteur de la station et remettre en œuvre un certain nombre de systèmes. Mais on a été vraiment le dernier équipage scientifique à travailler à bord de la station. Alors on parlera tout à l'heure de cette destruction de Mir. La chronologie de la conférence va être assez simple. En fait, on va essayer de rêver avec vous et de regarder tout à l'heure les images de cette mission en les commentant.
On parlera évidemment de l'entraînement à la Cité des Étoiles, de cette mission, du décollage, de la vie à bord de Mir, de votre sortie extravéhiculaire qui fait beaucoup rêver, vous le verrez tout à l'heure sur les images, et puis du retour sur Terre. D'abord, quelques questions sur la manière dont vous avez appris d'abord cette sélection, parce que c'était une consécration d'une carrière et d'un investissement d'abord personnel énorme, j'imagine, lorsqu'on vous a dit que vous seriez sélectionné pour cette mission-là. Vous étiez ingénieur de bord. C'est important comme poste parce que... sélectionné pour cette mission, parce parce qu'un étranger n'avait jamais été sélectionné. J'étais sélectionné astronaute en 1985, donc il s'est écoulé un petit peu de temps entre deux. Mais disons que non, cette mission, elle était bien sûr extrêmement ambitieuse et extrêmement importante. Je crois que c'est la mission la plus riche que la France ait organisée, en particulier avec les Russes, et évidemment. Du côté américain, on n'a pas fait de mission aussi complexe. J'avais pour la première fois la fonction d'ingénieur de bord Soyouz. C'est la première fois qu'un étranger s'asseyait en place gauche d'un Soyouz. Et quand on sait qu'on a en face de soi les commandes des moteurs, de l'ordinateur de bord, c'est quand même une confiance importante. Et c'est en fait une confiance qui est liée à un investissement, comme vous l'avez noté, puisqu'on a vécu, Claudie et moi, 8 ans à la Cité des Étoiles, au milieu des Russes. Bien sûr, non seulement en se faisant complètement à leur culture et à leur langue, mais aussi en apprenant par cœur l'ensemble de leur système. Et donc, on est devenus des frères d'armes pour eux, et c'est pour ça qu'ils nous ont confié cette mission. Mais donc, ingénieur de bord Soyouz, mais aussi ingénieur de bord de la station, une sortie extravéhiculaire, un vol de très longue durée. Il y avait un Européen qui avait fait un vol de 6 mois, de 174 jours, en 1995, Thomas Reiter, qui fait d'ailleurs toujours partie du corps des astronautes européens. Mais il n'avait pas eu les fonctions donc d'ingénieur de bord Soyouz en particulier. Alors quand on voit la sélection pour en arriver jusque-là, il y a beaucoup de jeunes enfants qui rêvent évidemment d'être astronautes, mais quand on voit le nombre d'élus qu'il y a, est-ce que les dons finalement suffisent pour être un astronaute ? Non, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'école d'astronautes, il n'y a pas de formation particulière qui mène à ça. Je crois qu'il faut être d'abord très éclectique, car à bord, il faut être capable, on vit, on travaille, on répare la station, on fait de la science, on fait de la communication, car il faut faire partager ce que l'on fait avec le public. Et donc, il faut savoir tout faire, il faut être très éclectique. Mais bien sûr aussi, et on a pour pouvoir être à bord de la station, tout à l'heure j'ai expliqué que 8 jours avant le vol de Claudie, son commandant a été empêché dans son projet par un simple problème de santé auquel il ne pouvait rien, et d'ailleurs il n'a plus eu aucun symptôme ensuite. Donc on a aussi cette épée de Damoclès d'avoir toujours une très bonne santé, au moins pour ce que la manière dont l'interprètent les médecins et les médecins russes. Et cette épée de Damoclès est bien sûr quelque chose qui est assez pénible parce que ça peut ruiner à tout moment, quel que soit l'investissement, quel que soit le sérieux avec lequel vous préparez, vous travaillez, y compris votre condition physique, eh bien on n'est pas maître complètement de son corps. Et comme ce sont des investissements de plusieurs années, parfois, la plupart des astronautes il s'est écoulé une dizaine d'années entre leur sélection et leur premier vol. Dans le cas de Claude Nicollier, par exemple, un astronaute européen, il s'est passé 13 ans. Et donc, quand vous investissez, vous renoncez à une vie professionnelle antérieure qui, en général, est d'un niveau assez élevé, parce que c'est pour ça qu'on vous a sélectionné parmi de nombreux, que vous soyez un chercheur de top niveau ou un pilote d'essai au sommet de votre carrière. Vous renoncez à tout ça sans être jamais sûr d'arriver. Il y a ce problème médical. Et puis aussi, on a parlé des étoiles tout à l'heure. Eh bien, sur la tête de chacun d'entre nous qui avons eu la chance de voler, je crois qu'il y a eu une étoile en permanence qui brille. C'est le cas de Claudie, c'est mon cas. Il y a toujours à un moment le facteur chance qui joue et qui vient apporter le petit coup de pouce qui vous permet de faire finalement ce que votre camarade d'à côté ne pourra pas faire. On a quand même le sentiment qu'il faut être quasi parfait, même si l'homme parfait n'existe pas intellectuellement et physiquement. Non, je ne crois pas on est vraiment, justement, je crois qu'il faut démystifier cette affaire-là. On nous compare souvent à des athlètes olympiques, ce n'est pas le cas du tout. Je n'ai pas du tout le niveau sportif d'un athlète dans aucun sport. Par contre, je crois qu'on est des personnes très complètes. On est complet sur le plan professionnel, sur le plan physique, sur le plan psychique, la maîtrise de soi. Et surtout, je crois qu'il y a une qualité importante que l'on a, c'est l'opiniâtreté. C'est-à-dire qu'on n'a jamais le doute malgré tous les efforts, malgré les frustrations, malgré parfois
des périodes où on a l'impression qu'on n'y arrivera pas parce qu'on a un problème médical. Il nous est tous arrivé d'avoir des problèmes médicaux à un moment donné et nous dire ça y est, cette fois-ci c'est fichu. Mais malgré tout ça, eh bien, on continue opiniâtrement, peut-être un peu bestialement d'une certaine manière, à croire en notre chance et au bout du compte, eh bien, on la réalise. Et je crois que l'opiniâtreté, c'est important et pour les jeunes qui sont ici, je crois que c'est sûrement un des facteurs, quel que soit leur projet, leur idéal, c'est sûrement quelque chose dont ils ont besoin. Alors on va parler de cet entraînement que vous avez... Enfin, vous en aviez déjà subi quelques-uns à la Cité des Étoiles, mais alors là, la particularité sans doute, c'est que ça s'est décidé relativement tard, et puis il y a eu aussi des changements dans le temps de la mission, on y reviendra. Vous avez finalement concentré, je crois, un entraînement de 1 an en 6 mois, c'est ça à peu près, à la Cité des Étoiles? On a fait 9 mois d'entraînement pour cette mission extrêmement délicate, où on devait avoir une formation de sortie extravéhiculaire. La sortie extravéhiculaire, c'est quand on prend le scaphandre et qu'on sort à l'extérieur de la station. Ça a l'air aussi bête que ça, mais en fait, c'est une technologie très pointue et pour laquelle les astronautes professionnels s'entraînent des années et des années. Et c'est vrai que c'est du fait qu'on avait une très bonne connaissance des autres systèmes qu'on a pu, Claudie et moi, s'entraîner à ces fonctions dont on a parlé tout à l'heure, d'ingénieur de bord et de sortie extravéhiculaire dans un temps extrêmement court. Pour donner un ordre d'idée, pour le premier vol de Jean-Loup Chrétien, où il était en place droite et où il n'avait pas de fonction, il s'est entraîné 18 mois avec Patrick Baudry. Donc ça situe effectivement le temps extrêmement court et qui est dû à une décision tardive de ce vol. À l'époque, on n'était pas, les vols habités n'étaient pas vraiment en odeur de sainteté et on avait plutôt tendance à essayer de les retenir ou d'empêcher leur organisation. Et par la vertu d'accords à long terme qui avaient été signés en 1992 par Jacques-Louis Lyons, le président du CNES de l'époque, ce programme, en fait, faisait partie d'un accord à long terme avec l'Union soviétique à l'époque et la Russie avait repris ce contrat et c'est grâce à ça qu'on a réalisé ce vol avec pas mal d'objectifs scientifiques et technologiques, en dehors de ces aspects opérationnels. En quoi elle était délicate cette mission? C'était sa durée ou c'était la sortie extravéhiculaire? Pour beaucoup d'aspects, ça devait être, on le savait, la dernière mission de Mir, donc on devait fermer, et c'est ce qu'on a fait, on a fermé la station. Quand on est parti, il n'y a plus aucun équipage qui est venu nous relever, qui est resté derrière nous, donc il a fallu mettre tous ces équipements en sommeil. Il y avait un certain nombre de systèmes qui étaient déficients à l'intérieur de la station et qu'il fallait réparer. Il y avait un projet scientifique assez important et pour moi, à titre personnel, comme je vous l'ai dit, j'ai occupé des fonctions que personne n'avait occupées avant et donc il y avait quand même un certain défi parce que autant c'est agréable de pouvoir avoir accès à des fonctions importantes, autant si on n'arrive pas à être à la hauteur, c'est un peu embêtant. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de l'apprentissage technique, mais il y a 2 phases, ou 2 ou 3 phases, on va dire. Et la première phase que j'ai repérée, c'est la cosmonautique. Qu'est-ce que ça englobe dans votre formation de départ à la Cité des Étoiles? C'est tout ce qui est technique, finalement, théorique? En fait, oui, c'est toute la mécanique spatiale, l'ensemble de... Il y avait une science qu'on enseignait dans les lycées avant, en tout cas dans les grandes écoles, ça s'appelait la cosmologie. Cosmologie, c'était tout simplement la mécanique céleste, à la fois la connaissance des phénomènes et des astres, la connaissance de l'astrophysique et aussi de tout l'ensemble de la cinématique et de la mécanique céleste. C'est ce qu'on apprend pour son premier entraînement. En fait, ça, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est la formation de base. C'est, comment dit-on, la maternelle des astronautes. D'accord. Alors, la deuxième phase, c'est la formation aux caractéristiques techniques de Mir, la station et de Soyouz, le vaisseau, ce qui ne doit pas être très simple, puisque toute la formation est en russe, en plus. Oui, alors bon, le russe, c'est pas simple, bien sûr. Je dirais que le russe, par rapport à l'anglais, c'est comme le Mont Blanc et l'Himalaya. C'est-à-dire, l'Himalaya, c'est assez bien parce que, vous savez, l'Himalaya, le plus dur, c'est pas forcément... la dernière partie, quand vous avez épuisé vos efforts avant, c'est bien sûr la partie la plus difficile. Mais vraiment, la partie très dure, c'est toute cette approche qui n'est pas forcément pentue, mais qui, au travers des forêts suintantes, un peu humides, une marche qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui est nécessaire pour atteindre le sommet. Et le russe, c'est un petit peu ça, c'est que vous avez l'impression que vous y arrivez, et en fait, vous êtes toujours à la moitié du chemin. Mais malgré ça, c'est pas la partie la plus difficile, et bien sûr, dans une station spatiale, c'est un instrument extrêmement complexe avec énormément de systèmes. Il y a tous les systèmes techniques d'un satellite, c'est le contrôle d'attitude, l'ordinateur de bord, le système de fourniture électrique.
le système de propulsion, de contrôle d'attitude, mais vous avez en plus tous les systèmes qui sont propres à la survie de l'homme, c'est-à-dire ce qu'on appelle les systèmes de support vie. Tout est régénéré à l'intérieur de la station. L'oxygène est régénéré à partir de l'eau qui est récupérée de la toilette, par exemple. Elle sert à fournir l'oxygène de bord. Il faut absorber les gaz carboniques, il faut analyser en permanence cette atmosphère, absorber l'excès de vapeur d'eau qui est généré par les astronautes. Tous ces systèmes sont extrêmement complexes et doivent être maintenus en permanence. Ils ne peuvent pas être réparés depuis le sol. Ils ne peuvent pas marcher comme ça pendant 15 ans et ne plus jamais être remplacés. Il y a des pompes, des organes qu'il faut remplacer en permanence. Donc il faut connaître dans le détail tous ces systèmes si on veut être ingénieur de bord opérant. On est simpliste en disant que finalement il faut connaître chaque bouton et chaque fil finalement de Soyouz ou de Mir. Quasiment. En fait, c'est tellement vaste même que le concept de formation des astronautes russes, des cosmonautes russes, n'est pas un concept de formation où on leur apprend dans le détail l'ensemble des systèmes, c'est plutôt une formation à la méthodologie de travail, à l'approche de problèmes de solutions de réparation et de maintenance de la station. Et donc, on connaît par cœur les systèmes généraux, mais on ne peut pas connaître le détail de chaque composant et de chaque boîte. Et donc, ce qu'on apprend, c'est plutôt avoir une certaine adresse, une certaine habileté, une certaine méthodologie pour pouvoir réparer n'importe quelle boîte qui tombe en panne. Alors, toutes ces formations que vous avez pendant 6 mois, vous êtes en permanence en plus testées de manière écrite et orale, comme des écoliers. Ah, voilà, c'est pareil. Claudie disait qu'elle était bac plus 18, mais je crois qu'on pourrait dire, moi, à 52 ans, je suis bac plus 32. C'est-à-dire qu'effectivement, chaque année et chaque semaine, vous passez, Claudie est en ce moment à la Cité des Étoiles, elle a passé un examen de, par exemple, télévision de bord. La télévision, c'est un instrument qui sert à suivre le contrôle des véhicules qui viennent s'amarrer à la station. Elle a passé cet examen la semaine dernière, elle a un examen sur les moteurs la semaine prochaine, et on est à l'école en examen sur la sellette en permanence, examens médicaux, examens techniques, d'autres examens, etc. Alors il y a l'autre partie, enfin la troisième partie qui est, je vais pas dire la plus ludique, mais sans doute pas la plus inintéressante pour vous dans toute cette formation, c'est l'entraînement en équipage avec les simulateurs et la simulation de la sortie du véhicule. Cette partie-là dure combien de temps? Alors 6 mois avant le tir, on est formé en équipage, et à partir de ce moment-là, on est pratiquement inséparables et toutes les activités d'entraînement se font en équipage constitué. Il y a 2 équipages, donc l'équipage principal et l'équipage doublure. Donc, dans le cadre de ce genre de mission, ce sont des équipages de 3 personnes. Il y a le commandant de bord, l'ingénieur de bord. Et avec nous, pour la mission Perseus, nous avions un expérimentateur slovaque qui était dans la place droite du Soyouz. Alors là, vous répétez tous les gestes, notamment la sortie, vous la répétez en piscine, c'est ça ? Alors on répète tous les gestes, on a des simulateurs de Soyouz, des simulateurs de la station, en piscine on répète la sortie extravéhiculaire et tout est répété méticuleusement en insistant bien sûr sur tout ce que l'on doit faire réellement dans la station, mais aussi et surtout ce qu'on appelle les cas non nominaux, c'est-à-dire le cas où il y a une panne, où il y a un incident grave, on nous apprend à avoir les réflexes pour réagir à ces incidents. Si vous voulez, il y a beaucoup de risques qui sont associés au vol spatial. Il y a le vide qui nous entoure, il y a l'isolement de l'atmosphère à l'intérieur. C'est un petit peu comme dans un aquarium. Si dans un aquarium vous avez une pollution de l'eau, vous avez l'ensemble de vos poissons qui crèvent. Et une station, c'est un peu pareil. Si l'atmosphère est polluée, eh bien, on se met l'équipage qui est à l'intérieur en danger. Il y a les aspects qui sont liés aussi, on verra sûrement tout à l'heure, à la sortie extravéhiculaire. Il n'y a pas de place pour le hasard dans des missions comme ça, dans une préparation comme celle-là? Paradoxalement, avec les Russes, il y a une certaine place à l'improvisation. Ah bon? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait une formation plus... En anglais, on dit skill training, c'est-à-dire qu'on développe plutôt une habileté, une méthode qu'une connaissance. Et heureusement, parce que en fait, quelle que soit la méticulosité avec laquelle on se prépare à une mission, en fait, je me souviens, elle se passe jamais réellement comme ça. Et j'avais un commandant russe de la première mission, Manakov, qui disait Nichevo ni budiet ni tak. Ça veut dire, de toute façon, ce ne sera pas comme ça. Et c'est vrai, par exemple, ma sortie extravéhiculaire,
On s'est préparé pour une sortie extravéhiculaire qui est vraiment quelque chose de méticuleux et d'assez dangereux, et donc pour lequel il faut vraiment avoir une bonne coordination d'équipage. Et bien on s'est préparé au sol pour une sortie extravéhiculaire. Au dernier moment, une semaine avant notre sortie, on nous a donné un programme complètement différent, et en fait on en a réalisé un troisième. D'accord. Donc, et alors je dirais que c'est un petit peu en même temps la qualité et l'adresse des Russes, c'est-à-dire que du fait de leur expérience, de leur expertise, on pourrait dire, de leur métier, ils arrivent à faire face à des situations vraiment extrêmement variées, complexes et parfois dangereuses. Et d'ailleurs, la station Mir a dû affronter deux situations les plus graves que l'on puisse imaginer pour une station spatiale, c'est-à-dire l'incendie à bord et la collision avec un véhicule, avec dépressurisation immédiate. La station, lors de la collision de 97, s'est vidée de la moitié de son atmosphère en 20 secondes. Et donc c'était vraiment une collision dramatique. Et malgré tout, eh bien, elle a continué à être exploitée après. Alors on va commencer à regarder les images, on va discuter en même temps, et puis on fera des pauses de temps en temps dans le film pour revenir, pour détailler un petit peu plus. Alors là, c'est le départ de la mission, une mission qui était au début prévue pour 35 jours, puis 99, puis 188, ce qui est quand même pas pareil. On se prépare différemment, l'angoisse est un peu différente quand même, c'est pas la même chose, 35 et 188. Ouais, si vous voulez, en 92, quand on avait signé pour 4 vols, quand Jacques Louis avait signé pour 4 vols, la dernière mission était prévue pour être une mission de longue durée. Alors ensuite, il y a eu, comme vous le savez, nous avions un ministre qui n'était pas trop favorable au vol habité et qui voulait annuler cette mission, mais la mission a toujours été prévue pour être une mission de 6 mois. Et d'ailleurs, un Soyouz a une durée de vie de 6 mois, et donc quand on le met en orbite pour une période de longue durée, on laisse 6 mois à bord. Donc pour moi, il n'y avait aucun doute qu'elle durait 6 mois de toute façon. Et quand on disait 4 mois ou 3 mois, ça n'avait pas de sens. Pour moi, c'était juste un signal qu'on voulait donner, je crois. Est-ce qu'il y a des rites avant la veille du départ? Il y a énormément de traditions, si vous voulez, et c'est ce qui est un peu... Tout à l'heure, on disait que j'avais volé sur les avions de la dernière guerre. C'est vrai qu'on oscille en permanence entre nos racines, c'est-à-dire en ce qui concerne l'aviation, dans mon cas, c'était un Dewatin 520, c'est le Spitfire français, et puis Mirage 2000, le Rafale, qui était la haute technologie. Et là, dans ce cas-là, c'est un petit peu pareil. À la Cité des Étoiles, on avait dans la salle de sport un placard où on gardait les affaires de Gagarine, par exemple. On va faire juste une pause dans le film. Oui. Et donc, j'ai perdu votre question. Oui, c'était sur les rites, la veille du départ. Sur les rites. Donc, effectivement, depuis Gagarine, on a gardé tout à fait ces rites-là. Et les Russes sont très superstitieux. Alors, il y a beaucoup de cérémonies. Par exemple, la veille du départ, depuis le tout début, depuis Gagarine, à chaque équipage, on montre un film qui s'appelle Bielosonce Pustine, le soleil blanc dans le désert, qui est un film allégorique, artistique, qui a été fait par un metteur en scène russe très connu, mais qui est tellement... il y a de telles paraboles que c'est très difficile à comprendre. On peut le regarder 1000 fois, on le voit 1000 fois de manière différente. Mais donc il y a ce rituel à Baïkonour, parce qu'une semaine avant le tir, on se déplace à la Baïkonour, qui est la base de tir, pour se préparer. Et là, on voit que vraiment, il y a la préparation psychologique. Et en fait, Bielosonce Pustine, qu'est-ce que ça dit? C'est un guerrier, ça se passe pendant la révolution, la guerre patriotique, comme ils disent, en Asie centrale. Et c'est le camarade Soukhov, qui est un officier et qui essaye de pacifier cette région et qui est tout seul et donc se trouve vraiment confronté à des tas de malheurs. Il lui arrive des tas de problèmes en permanence, mais il s'en sort à chaque fois. Et je crois que le message, c'est bon, bien sûr, vous allez être confronté à de nombreux problèmes, ce que vous allez faire est un peu dangereux, mais vous en sortirez quand même à chaque fois. C'est vrai que la première fois qu'on s'assoit au bout de cette fusée Soyouz, une fusée Soyouz, c'est une masse de 350 tonnes. C'est à peu près un 747 à la verticale, la masse équivalente. Par contre, c'est 10 fois la puissance d'un 747, c'est-à-dire un 747 sur lequel vous mettriez 40 moteurs au lieu de 4. Et quand on est à 30 mètres au-dessus du sol, complètement confiné dans un espace qui n'est pas plus grand que cette partie de la table. À 3, vous ne voyez rien dehors, vous êtes complètement cloisonné, vous ne pouvez même pas bouger un coude. Au moment même où la fusée s'ébroue, où les moteurs se mettent en route, ça se met à vibrer dans tous les sens. Ouais. En fait, au départ, cette fusée, c'était un missile balistique, c'est-à-dire que vous asseyez à la place de la bombe atomique et vous n'avez pas une sensation très confortable.
Ça, c'est ma mère qui partage tout à fait ce point de vue. La poussée est de quel ordre là, lorsqu'on est à l'intérieur de... Mais il y a 450 tonnes de poussée, mais comme le lanceur lui-même fait 380 tonnes, en fait, le facteur de charge est très faible au début. Alors, c'est un véhicule qui consomme 1500 kg à la seconde. La question est idiote. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là là? Eh bien, vous savez, bon, dans mon cas, dans mon premier vol, ça faisait 9 ans que j'étais affecté à un vol et que j'attendais ce moment-là. Ouais. Et comme je vous l'ai dit, 3 jours avant, on peut encore être remplacé par l'équipage doublure. Et donc là, au moment où ça s'est allumé, j'ai dit, bon, bah, cette fois-ci, personne ne me prendra ma place, on nous fera plus redescendre, cette fois-ci, on y va. Et c'était un sentiment de libération. C'est-à-dire c'est un moment d'extrême tension, où il faut beaucoup de sang-froid. Ah oui. Et on n'a pas le droit d'angoisser. Oui, il y a une tension assez forte, mais il n'y a pas d'angoisse parce que de toute façon, il n'y a pas de porte de sortie. Donc, vous êtes obligé d'avoir confiance dans votre étoile. On continue de regarder les images. Alors, on voit donc là maintenant la séparation s'est faite. Et c'est donc Soyouz qui doit s'arrimer à la station Mir. Combien de temps pour arriver jusqu'à la station Soyouz, vous voyez cette espèce d'insecte un peu bizarre. Alors, c'est ce mélange de technologie et en même temps un espèce d'engin de bande dessinée ou de film de science-fiction. Ça met 2 jours. Là, 2 jours. Donc on voit ce vaisseau de transport qui va s'amarrer sur la station. Ça, c'est la caméra du Soyouz. Et pendant 2 jours, on est dans ce véhicule là dont je vous ai décrit un peu la taille, c'est-à-dire une dizaine de mètres cubes, en train de chasser derrière la station. Et ça, c'est la rencontre avec l'équipage. Alors ça, c'est le commandant de la station qui était là depuis 6 mois, lui. Qui était là depuis 6 mois et qui est bien content de nous voir parce qu'il sait qu'il va pouvoir prendre son Soyouz et aller retourner voir sa famille. Il est parti par le Soyouz de 18h48. Oui, alors, il ne faut pas avoir des grands cheveux, on voit visiblement avec la pesante. C'est un petit peu ça. Mais c'est vrai que, donc après, il est parti au bout de 8 jours. 8 jours, c'est rien du tout avec mon camarade slovaque. Et on les a suivis au moment où ils sont rentrés dans l'atmosphère. On parlera peut-être de Mir tout à l'heure, qui va brûler dans l'atmosphère. Mais le Soyouz, il a son bouclier thermique et son bouclier thermique l'empêche de brûler. Mais c'est comme ça qu'ils freinent sur l'atmosphère. Et ils étaient juste en dessous de nous, on les a vus rentrer. Et donc là, c'est l'adieu, c'est quelques heures avant qu'ils rentrent dans l'atmosphère. Et donc on a bu un petit coup ensemble, on a mangé un petit peu ensemble avant qu'ils rentrent. Et je me souviens, j'ai écrit un article pour un journal en regardant ce point lumineux il y avait une traînée, l'échauffement, le plasma autour de leur véhicule quand ils sont rentrés. Et il y avait plusieurs kilomètres de flammes de plasma derrière eux. Je disais, mais c'est étonnant quand je pense que nos camarades qui étaient avec nous en train de manger il y a 4 heures sont maintenant au milieu de ce feu d'enfer. Le plasma, c'est 3000 degrés. Et néanmoins, c'est nous qui sommes partis. Là, le véhicule est en train de quitter la station avant de freiner, de rentrer dans l'atmosphère. Et je dis, mais néanmoins, c'est nous qui sommes partis pour l'aventure. Et eux, dans 5 ou 6 heures, ils seront au milieu de leur famille. Drôle de métier, quand même. Complètement, ouais. Alors, je ne sais pas après sur le film si c'est la visite de Mir ou ce sera un petit peu plus tard. Ça, c'est donc le Soyouz qui s'en va et qui quitte la... Alors, vous êtes à combien de kilomètres au-dessus de la Terre? C'est 350 km à 400 km environ, c'est-à-dire, pour donner le facteur d'échelle, c'est à peu près, si la Terre était une orange, c'est à peu près l'épaisseur, un peu plus gros que l'épaisseur d'une grosse plure d'orange. C'est pas énorme, 400 km. Donc c'est pas énorme, ça n'a rien à voir avec la Lune, 360 000 km, ou même la hauteur des satellites de télécommunications qui servent pour nos téléphones, qui sont à 36 000 km. C'est relativement près, mais ça nous permet d'avoir un défilement important, parce que pour tenir en orbite, plus on est bas, plus il faut tourner vite pour pouvoir avoir une force centrifuge qui équilibre l'attraction de la Terre. Et donc ça permet d'avoir une dynamique très très forte et de voir beaucoup de paysages. Le contre-exemple, c'est bien sûr le satellite de télécom qui est à 36 000 km, ne bouge pas par rapport à la Terre. On verra tout à l'heure sur les images d'ailleurs que c'est étonnamment près en fait, et étonnamment net. On va continuer le film. Et alors là, vous êtes donc dans la station Mir et c'est votre premier déjeuner. J'ai lu dans un des articles, vous aviez dit il y a 6 ans après la premier séjour dans Mir, c'était un très beau vol, mais on a très mal mangé. Oui, là, vous voyez, pour les équipages de longue durée, on a ce qu'on appelle les rations de confort, c'est des rations améliorées. Et là, par exemple, c'est des petites boîtes de conserve de cuisine qui ont été préparées par un lycée de Souillac. Ça, c'est de l'esturgeon, c'était délicieux. Ouais, il y a des caillots madirans, enfin, c'est bien. Voilà, donc parmi nos... C'est pratique pour manger.
Parmi nos projets, on essaie toujours d'associer les jeunes et pas toujours pour des expériences techniques. Dans le cas présent, on avait permis à un lycée technique du vêtement, spécialisé dans le vêtement, de faire des combinaisons qui étaient adaptées au milieu dans lequel on vivait, l'impesantaire, et au type de travail qu'on faisait. Et je dois dire qu'ils ont vraiment bien réfléchi au problème et à la limite, ils ont proposé des vêtements qui sont beaucoup mieux adaptés que les vêtements professionnels que l'on a. Et donc, il y avait un lycée de Souillac, lycée hôtelier, qui nous avait préparé de la cuisine particulière. Vous savez, ça a l'air un peu bête comme ça, mais ça les aide à travailler avec des spécifications. Il faut que cette nourriture, d'abord, puisse bien se conserver pendant plusieurs mois. Il faut qu'elle ait une substance qui lui permet de ne pas voler partout en apesanteur. Et donc, ça leur apprend à observer un certain nombre de contraintes et à travailler. Et surtout, malgré un métier auquel ils se préparent, qui ne les prédispose pas à être en contact avec le spatial, eh bien, ils nous ont permis de réaliser une partie de notre vol. Je trouve que c'est important, intéressant. Alors là, vous voyez l'impesanteur. Alors l'impesanteur, j'ai lu, vous disiez que c'est un moment d'immortalité. C'est vraiment ça ? Scaphandre de sortie extravéhiculaire. Oui, j'ai pas l'immortalité, oui. Ouais. Si vous voulez, cette sensation de liberté. Au sol, nous sommes contraints par quelque chose qu'on ne ressent pas, mais qui nous a conditionnés tel qu'on est, c'est l'apesanteur. L'apesanteur contraint la nature, elle contraint un certain nombre de phénomènes physiques qui nous entourent, et elle a contraint notre morphologie, elle a contraint le fait que nous soyons, par exemple, symétriques. C'est l'anthropologue, dont je me souviens plus le nom, qui explique comment on est passé du quadrupède au bipède. Yves Coppens, qui est venu ici d'ailleurs à votre place. Qui est venu ici, avec lequel j'ai fait une croisière d'ailleurs très enrichissante. On a eu des conversations extraordinaires. Donc c'est cette pesanteur qui a conditionné la morphologie que l'on a aujourd'hui. Et donc le fait d'être complètement libéré de cette pesanteur, ça permet de vivre une sensation de bonheur physique et de liberté qui est extraordinaire et qui vient encore renforcer les autres perception que l'on a, parce que l'espace est fort de nombreuses perceptions, en dehors de celle-là qui est très forte, celle du corps d'impesanteur. Il y a bien sûr la perception visuelle, ce qu'on voit, il y a la dynamique, le déplacement, des vitesses considérables, 28 000 km à l'heure, le fait de pouvoir en 8 minutes passer d'une conversation avec quelqu'un à la verticale de Rio, avec une autre conversation avec un groupe de jeunes qui étaient au Kerguelen par exemple. Ce sont des sensations extraordinaires à la fois de domination du monde et en même temps d'humilité devant l'échelle considérable du milieu dans lequel on se déplace. On va juste arrêter le film 2-3 minutes, le remettre un petit peu en arrière pour que vous nous fassiez visiter après la station sur les images. Mais d'abord, avant de voir en détail les différents compartiments, Mir a été beaucoup critiqué pour son état délabrement. Alors nous, on ne s'y est pas rendu, donc vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais quand vous y étiez allé il y a 6-7 ans, entre ce moment-là et cette mission Perseus, est-ce que vous avez trouvé la station changée ? Oui, j'ai trouvé meilleur état. Améliorée, puisque quand j'avais volé, elle n'avait que 3 modules, en particulier sur sa pièce de jonction sur laquelle normalement s'attachent 4 modules, et dans mon deuxième vol j'avais 4 modules, encore que un avait été percuté et donc a été isolé, mais j'avais beaucoup plus d'espace, j'avais beaucoup plus de moyens de puissance électrique pour réaliser les expériences. Et malgré les problèmes, cette station avait été conçue pour vivre dans l'espace pendant 3 ans. Elle va vivre, si elle revient cette année, 15 ans en tout. Et donc il est normal qu'au cours de tous ces périples qu'elle a connus, elle ait vécu des problèmes, des moments où certains de ces systèmes étaient en panne. On a connu ces fuites de glycol à l'intérieur de la station, par exemple, qu'on a pu observer aussi pendant notre vol, mais qu'on a réparé. Le principe, si vous voulez, c'est un petit peu... J'avais un ami russe qui comparait la station à une voiture Volga. La voiture Volga, c'est à part la Gigouli, qui était la copie de la Fiat 124 et qui est une voiture qui a été répliquée à de millions d'exemplaires en Russie, la voiture typiquement russe, qui était pour la classe moyenne, c'était la Volga. Et la Volga, tout se change. Et il y a des gens qui ont des Volga depuis 30 ans et où ils ont complètement changé la Volga. Et bien la station Mir, à part son enveloppe, je crois que tout a été changé à l'intérieur et ça a été prévu pour ça. Je crois que sérieusement, de manière un petit peu plus solennelle, ce qu'on pourrait dire, ça éclaire sur une certaine manière d'appréhender la mécanique et la technologie.
Je crois que les Russes sont beaucoup plus pragmatiques et surtout ils anticipent beaucoup sur l'évolution d'un système. On a une culture occidentale qui est plutôt basée sur le remplacement, c'est-à-dire une technologie en efface une autre. Elle ne la prolonge pas, elle l'annule, elle la remplace. Les Russes, bien que la station Mir ait vécu des événements qu'ils ne pouvaient pas vraiment imaginer, l'ont conçue de telle manière qu'elle puisse faire face à tous ces impondérables. Et l'histoire, on a parlé des 2 avaries majeures tout à l'heure, je pense que ça, on pouvait effectivement les imaginer, mais au niveau de l'évolution ultérieure qu'a eu la station, et par exemple la capacité de recevoir la navette américaine, il est évident que quand elle a été conçue dans la fin des années 60, les Russes n'avaient pas imaginé qu'une navette américaine viendrait s'amarrer dessus un jour. Et pourtant, elle a réussi à le faire. Et ça, je crois que c'est la démonstration d'un pragmatisme technologique dont on devrait en partie s'inspirer. Je ne dis pas que toute notre culture technique devrait s'inspirer de la culture russe, mais il y a sûrement beaucoup à prendre. Et je crois d'ailleurs qu'il y a la place pour une culture européenne qui se trouve entre la haute technologie à tout crin, où on remplace tout en permanence, et cette approche russe. Alors on va revoir les images de la station que vous allez nous faire visiter, nous la décrire un petit peu au niveau de ces différents compartiments, comment elle se... Alors c'est une station qui comprenait 5 modules annexes et un module principal. Dans le module principal, ces différents modules sont joints l'un à l'autre par cette pièce d'interconnexion. Ce que le gros bois que vous voyez sont les tuyaux qui assurent la ventilation. L'air, comme il n'y a pas de convection, l'air est rendu homogène chimiquement et thermiquement par une circulation permanente forcée à l'aide de ventilateurs et de ces tuyaux d'air qui viennent à assurer que, quel que soit l'endroit de la station dans laquelle vous êtes, vous ayez de l'oxygène et que le gaz carbonique ne soit pas stagnant, soit absorbé. Ça, c'est votre poste de travail? Tous les modules, ça c'est là où je vivais, c'était mon sac de couchage à gauche et mon ordinateur en face sur lequel je faisais mes comptes rendus, où je rédigeais mon journal de bord, mes articles, je réalisais un certain nombre d'expériences. Ça c'est un des derniers modules qui avait été amené, prix Roda, avec sa partie extrême, un hublot qu'on voit. Vous voyez que ça ressemble d'une certaine manière plus à un sous-marin qu'à un avion. Les hublots sont de taille modeste et il n'y en a pas beaucoup. Et donc on a l'impression, on a ce bruit permanent des ventilateurs, on a un éclairage qui est assez faible, sauf quand le soleil traverse les hublots, ce qui arrive assez rarement parce qu'en général on le met dans l'axe de la station pour éclairer les panneaux solaires. Et donc on a à la fois cette sensation d'être confiné dans des bidons, dans des éléments, et en même temps, chaque fois qu'on porte le regard à l'extérieur, d'avoir ces visions extraordinaires de la Terre, qui sont autant d'informations, de moments d'émotions esthétiques, d'émotions tout simplement par ce que l'on vit, par tous ces événements, toutes ces perceptions de vitesse, d'espace qui sont suffocants par moments. C'est la privation de liberté qui est la plus dure à vivre, parce que comme vous disiez, on ne peut pas sortir pour aller faire un tour et prendre l'air. Un peu difficile. On est confiné, on est toujours avec les mêmes personnes, en plus ce sont des Russes, donc il y a un obstacle culturel. Moi, j'ai pas eu l'impression... je me souviens d'une interview avec un journaliste, ça devait être, je ne sais pas si c'était de la rue, je crois pas qu'on a fait de la rue, mais enfin c'était un thème comme ça, où on parlait du confinement, de la vie confinée. Donc il avait invité un otage, un prisonnier, et puis moi j'étais l'otage spatial de cette émission. Et donc on essayait de comparer mon destin et ma vie à celle d'un prisonnier. Alors bien sûr il y avait cette espèce de claustration, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous acceptez le contrat, vous ne pouvez plus redescendre pendant 6 mois. Ça c'était le contrat, effectivement l'espace est relativement fermé. Mais je vous ai parlé tout à l'heure quand même d'un des désirs profonds qui nous pousse dans cette aventure, c'est justement la sensation le désir de liberté, le désir de briser les chaînes, que ce soit les chaînes de l'espace, que ce soit les chaînes de la pesanteur. Et donc au contraire, on a un grand sentiment de liberté du corps, on a un grand sentiment de liberté par ce déplacement qu'on a autour de la planète, par cet énorme flot d'informations que l'on reçoit et qu'on a du mal à interpréter dans leur globalité, plus que tout autre confinement.
L'isolement est là, c'est un isolement culturel en particulier, parce que pendant 6 mois, par exemple, je ne pouvais plus parler ma langue naturelle, ma langue maternelle. J'ai parlé russe avec mes collègues, mais c'est presque ma seconde langue. Et je dois dire que cette partie-là, eh bien, c'est un petit peu le même enrichissement que peuvent vivre ceux qui vont s'isoler dans une chartreuse, et ça amène une connaissance de soi-même qui est plus ressentie donc comme un enrichissement que comme un inconvénient et comme un isolement. Pouvez-vous nous donner le programme d'une journée type, mais est-ce que vous viviez d'ailleurs au rythme des journées? Oui, bien sûr, chaque minute. Alors, je crois que pour répondre à votre question, c'est là le point le plus important, c'est la sensation que malgré tout, vous ne vous appartenez plus à vous-même, parce que chaque minute de votre vie, jour et nuit, samedi, dimanche, pendant 6 mois, est programmée par le sol, par des gens que vous ne connaissez pas. Alors, c'est la règle du jeu, c'est-à-dire que vous êtes là pour réaliser un programme scientifique, ça c'est bien compris, mais même quand il s'agit de faire de la culture physique pour garder la santé, parce qu'un des problèmes de l'impesanteur, c'est que très rapidement, si vous ne luttez pas contre l'amollissement musculaire, contre la perte de densité osseuse, eh bien vous modifiez physiologiquement de telle manière que vous êtes irrécupérable pour le sol. Donc il faut se battre en permanence contre cette impesanteur en même temps. Et tout ça, ce qui paraît normalement dans la vie courante, le fait de faire la culture physique, c'est un choix personnel. Et là, ce n'est pas un choix personnel, c'est fait selon un protocole qui vous est imposé, à une heure qui est imposée. Et je dirais que même presque l'extinction des feux, pas tout à fait quand même, mais il y a des télémétries qui font que le sol est en permanence au courant de ce que l'on fait à bord. Ils sont capables de tout savoir de notre activité. Et donc il n'y a pas effectivement à part la vie intérieure, il n'y a pas d'intimité au sens propre. Et c'est ça qui... Vous aviez des moments de repos quand même, pas des nuits bien sûr, mais des moments de repos? Pour jouer au saxo par exemple? Oui, les dimanches normalement étaient libres, mais en fait, bien sûr, c'est moi qui me programmais, d'un commun accord avec le sol, je m'étais débrouillé, par exemple, je tenais une rubrique dans un journal, un magazine, un grand journal, un journal national, je veux dire. Donc ça me prenait une grande partie de mon samedi. Le dimanche, souvent, on avait des contacts avec le sol, avec des écoles au Canada, en Australie, en Afrique du Sud. Les nuits étaient normales. Autant sur mon premier vol de 8 jours, de 3 semaines, pardon, je dormais très peu, 4-5 heures par nuit. Autant là, sur la vol durée, sur un vol de 6 mois, il faut tenir, et donc on s'économisait et on avait des nuits à peu près normales. C'est un petit peu comme un 100 mètres et un marathon. Hein. Le problème, c'est l'inconnu par rapport à soi. C'est-à-dire comment... le défi, c'est d'être un opérateur fiable, puisque vous êtes le seul à réaliser le programme qui a été préparé par vos collègues au sol, ingénieurs scientifiques, et donc il faut être aussi fiable que possible pendant cette durée de 6 mois. Et il faut être en permanence à l'écoute de soi-même pour être sûr que la stabilité physiologique, psychologique, va vous permettre d'avoir cette stabilité sur laquelle on compte. Il ne s'agit pas d'être extrêmement performant à un moment et puis être complètement dans les choux le jour d'après. Il faut chaque jour qu'on puisse compter sur vous. C'est ça peut-être le plus dur. Alors avant de parler de la sortie extravéhiculaire qu'on va voir tout à l'heure, ce évidemment pourquoi on vous envie beaucoup, c'est pour l'observation que vous avez faite de la Terre et qu'on ne fera jamais aucun d'entre nous. Et on va voir sur ces images donc prises à 400 km au-dessus de la Terre de paysages. On a l'impression qu'on est dans un avion qui est relativement proche. Je vous laisse commenter peut-être les lieux qu'on va voir, parce qu'on va voir une chaîne de montagne à un moment, mais que je n'ai pas... Oui, sur cette petite chaîne, bon, ça ressemble aux alentours de l'Iran, au Pakistan, pas très loin de l'Himalaya. Mais vous arrivez à repérer à peu près où vous étiez à chaque fois au-dessus du oui. Ouais. Si vous voulez, la Terre a une couleur, la forme des nuages, par exemple, ça c'est typiquement des nuages des océans aux très fortes latitudes, c'est-à-dire des océans froids. Là, au contraire, vous voyez des fonds sableux, des zones tropicales. Et donc, immédiatement, même sans regarder la mécanique spatiale, sans être au courant en permanence de la navigation, quand on regarde au travers du hublot, on se repère immédiatement, on sait dans quel continent, dans quel océan on est. Ou dans quel océan, parce que malgré tout, il y a plus de nuages et d'eau que de continents. Là, c'est typiquement, par exemple, l'Australie ou... La Terre défile très vite là sous vos yeux en fait, parce qu'on s'en rend pas compte là, mais on s'en rend pas compte parce que on se déplace à 28 000 km à l'heure, c'est-à-dire 7 km/s, mais on est à 400 km d'altitude. Or, l'impression de déplacement, elle est donnée par le déplacement angulaire de la ligne de visée.
Et ce déplacement, il est comparable à celui d'un avion. Ah oui. Par contre, quand vous avez fait le tour, par exemple, je me souviens, je citais le cas tout à l'heure d'une image que j'avais prise avec une caméra vidéo au-dessus de Rio Janeiro et que j'ai envoyée 8 minutes après dans l'île de Crozet, qui est près de Kerguelen. Il faut 8 minutes pour traverser les États-Unis, par exemple. Quel détail vous pouvez voir à l'œil nu? Ça peut aller jusqu'où le détail de ce que vous voyez sur la Terre? C'est un sillage de cargo, par exemple, quelque chose comme ça? On voit suivant l'angle d'éclairage du soleil, on peut très bien voir une lame, une houle très très longue, on peut voir des sillages de bateaux, on peut voir les artères. En fait, on a une résolution d'un détail de 10 à 30 mètres environ, c'est-à-dire ce qu'on voit sur une photo de satellite spot. Alors évidemment, vous avez pu voir, vous avez dû voir dans quel état était notre planète. Est-ce que, après avoir vu ces images, vous êtes assez inquiet pour la survie écologique de la Terre? Est-ce que vous voyez par exemple les zones de déforestation ou la pollution au-dessus de certaines métropoles? Alors, si vous voulez, il faut préciser que l'observation de la Terre et l'écologie, ou en tout cas la protection, la surveillance de l'environnement, ne faisait pas partie du programme scientifique de la mission. Donc nous n'avions pas d'instrument qui nous permette d'éclairer d'un regard scientifique l'observation que je ferai après. Cette précaution oratoire étant prise, je crois que ce qui est impressionnant et ce qui frappe quand on est dans l'espace, c'est la petitesse relative de la Terre. Pas seulement parce qu'on en fait le tour en 90 minutes, mais c'est vrai que quand on regarde la taille des océans, quand on voit les traces de la présence humaine à la surface de la Terre, il y a bien peu d'endroits qui restent maintenant intacts, et on le sait très bien. Et c'est plutôt la taille relative de la Terre et la taille de son atmosphère par rapport à la présence humaine que l'on ressent à chaque moment quand on tourne autour de la Terre qui est inquiétante, car on se dit que très rapidement, avec l'expansion démographique, on pourra atteindre les limites des ressources que la Terre peut apporter à la vie humaine et à la vie d'une manière générale. C'est vrai aussi que d'une manière très concrète, d'un vol à l'autre, entre mon vol de 93 et le vol de 99, en observant l'Amazonie, j'ai pu observer comme ça à l'œil nu et sans avoir fait des tracés, mais je regardais après les photos et ça me l'a confirmé, on voit une avancée énorme de la forestation. C'est vrai que quand on va à Deauville ou au bord de la mer ou à l'océan ici et qu'on regarde l'horizon est tellement plat qu'on se dit que le globe terrestre a une dimension pratiquement infinie et que même s'il y a un impact de la présence de l'homme sur la Terre, ça doit quand même être quelque part négligeable. Ouais. On a cette approche un petit peu empirique. En fait, on a l'impression tout à fait contraire quand on est dans l'espace et on en a des preuves matérielles que la déforestation, telle qu'on en parle pratiquement tous les jours dans la presse, ça n'est pas un phénomène, ça n'est pas une égratignure sur une forêt, sur une immensité considérable. C'est vraiment 10-20% en quelques années de la superficie de l'Amazone qui a été comme ça brûlée. Et alors, je me souviens en particulier les derniers jours de mon vol. Des incendies qui sont provoqués. Vous savez que ça commence par des déforestations de prélèvement des grands arbres, et puis ensuite on fait des brûlis pour pouvoir cultiver, en général pendant 1 an ou 2, parce qu'après la terre s'appauvrit très rapidement. Et je me souviens, pendant les derniers jours de notre vol, pratiquement tout le continent sud-américain était couvert de ces fumées qui étaient consécutives, soit aux incendies qui avaient été provoqués dans la Pampa ou aux confins de l'Amazone, les parties qui avaient été déforestées et qui après étaient brûlées pour les exploiter de manière agricole. Et quand on voit pratiquement tout le continent sud-américain couvert de ces fumées, on est vraiment extrêmement impressionné. On se dit, c'est pas un feu de brousse qui est là, isolé, au milieu de l'immensité, c'est vraiment un phénomène général. Vous êtes revenu assez perturbé de ce que vous avez vu de l'état de notre planète, ou pas, vu d'en haut? Je ne suis pas d'une nature perturbée, mais inquiète, je veux dire, en tout cas. Mais disons que, vous savez, on est très informé de nos jours, et on est tellement bien informé, de manière des fois un petit peu contradictoire, qu'on ne sait plus très bien entre
la prise de position d'un lobby qui veut avoir de l'argent pour son laboratoire et donc qui crie à la panique et au fléau. On l'a vu récemment sur les affaires bovines, par exemple. Et bon, quelle est la part de vrai et quelle est la part d'intoxication pour obtenir des crédits? On se pose toujours cette question. Je me souviens d'une conférence du professeur Moral, qui a été un des grands dirigeants de la météorologie, je crois, qu'il y a 6 ou 8 ans, et qui annonçait la dégradation de l'environnement, le réchauffement de la planète, à l'époque, ou du trou d'ozone. À l'époque, c'était des hypothèses. Maintenant, tous les jours, j'ai entendu encore hier, on parlait d'une élévation de 6 degrés dans les années qui viennent de la température terrestre. Ce sont des élévations de température considérables. Aujourd'hui, le doute, plus personne ne met ça en doute. Et quelles que soient les sources d'information, tout corrobore vers un réchauffement de la planète. La seule chose qu'on n'entend pas, c'est qu'est-ce qu'on va faire et quand on va le faire. Et je crois qu'il faudrait emmener plus de concitoyens, ou en particulier de décideurs politiques dans l'espace, pour leur faire prendre conscience de la gravité de ce problème. On ne va pas détailler, mais la Station spatiale internationale qui est en projet peut justement être un moyen d'une prise de conscience internationale, puisque là tout le monde sera sur cette station et tout le monde pourra dire en même temps, elle n'est effectivement pas forcément en bon état. Alors je crois qu'idéalement, vu le statut international de la station, elle a cette double position. Elle peut être effectivement, si elle est outillée d'instruments particuliers pour la surveillance de l'environnement, elle peut, comme d'autres satellites automatiques et en parallèle, elle peut assurer cette surveillance et jouer le rôle de signal d'alarme, mais surtout, du fait de son statut international et du fait de la visibilité qu'elle a pour le public, elle peut représenter une tribune pour vraiment informer le public et essayer de motiver les opinions pour quelque chose qui est sûrement très important pour notre survie. Alors on va revenir à la mission et aux expériences, parce qu'il y avait quand même un gros programme scientifique qui était au programme pour vous à réaliser à bord. Et d'abord, la plupart des missions, vous étiez le cobaye de ces missions. Parce que c'est d'abord un travail sur vous. Disons qu'il y a plusieurs thématiques. Il y a les sciences de la vie, il y a la physique générale. Donc là, par exemple, c'est typiquement une expérience de physique fondamentale, physique des matériaux. C'est un four à gradient qui permet de fondre un composant métallique et de le solidifier par tranche en faisant, si vous voulez, la sonde est une espèce de très long cylindre, et en assurant le refroidissement en fonction du temps et selon la longueur, on arrive à former un monocristal presque pur en profitant de l'absence de convection dans l'espace. Mais il y a, donc ça c'est la physique fondamentale et la technologie. Ici, dans ce cas-là, c'est une expérience de neurophysiologie, c'est-à-dire qu'on regarde comment les capteurs sensoriels sont perturbés par l'absence d'un pesanteur, pour ne parler que du sens de l'équilibre, par exemple. Puis il est régi par un certain nombre de capteurs dans le corps humain. Il y a l'oreille interne que tout le monde connaît, mais il y a aussi l'œil, il y a les capteurs tendineux. Et le fait de ne pas avoir de pesanteur, ça annule ce composant de l'oreille interne. Et isolant ce phénomène, on arrive à mieux comprendre les stratégies d'orientation et les stratégies de perception. C'est une expérience qui a été développée par le laboratoire de neurophysiologie du professeur Berthoz du Collège de France. Ici, par contre, c'est une expérience de technologie. C'était une espèce de treillis métallique doté d'un certain nombre d'éléments amortisseurs, passifs ou dynamiques, et dont le rôle est d'étalonner et d'établir le modèle mathématique de ces amortisseurs. Dans l'avenir, et déjà depuis plusieurs années, les satellites sont de plus en plus gros. Et donc, dans l'avenir, on sera obligé d'utiliser de telles structures parce que le poids est bien sûr l'ennemi. Donc, on veut ces structures aussi légères que possible. Mais en même temps, léger, ça veut dire des structures molles. Et quand on a un instrument à pointer, comme une antenne vers le sol... Ouais, on va arrêter juste là 2 secondes. Oui. Il faut avoir des amortisseurs qui permettent, malgré la mobilité de ces structures, d'avoir un pointage extrêmement précis.
Alors, les expériences sur les salamandres, ce sont des Donc salamandres. on n'est pas toujours au sujet, même dans les sciences de la vie, puisque les salamandres, là, sont le sujet. On est plutôt le technicien de laboratoire qui s'occupe de ces bestioles pendant 6 mois, pas pendant 6 mois, parce qu'elles sont arrivées au bout d'un mois et demi. Certaines sont mortes en plus, hein, je crois. Et puis il y en a certaines qui sont mortes. Quel était le test sur elles, en fait? Alors, ce sont des salamandres qui sont des pleurodèles, exactement. C'est des salamandres qui viennent du Portugal, qui ont été fécondés au sol. Ce sont des individus hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles peuvent alternativement en fait être mâles ou femelles. Et dans ce cas-là, elles étaient femelles et elles avaient été fécondées au sol par les mâles. Et par un déclenchement d'hormones, elles peuvent générer, enfin elles avaient été ensemencées par des mâles et elles peuvent déclencher la fécondation. Dans ce cas-là, c'est nous qui avons déclenché la fécondation par une injection d'hormones. Si bien qu'on a récolté un nombre d'œufs considérable, une centaine d'œufs, dont on a assuré le développement jusqu'à des larves. Il y a 59 différents états de développement de la larve de ce pleurodèle. Et ce qu'on a regardé, c'est de manière statistique si l'organisation de la vie, l'organisation du corps de ces animaux et de ces embryons se faisait avec des feuillets qui s'organisaient de manière complètement symétrique, comme les animaux qui sont au sol, ou si l'absence de pesanteur allait perturber le développement de ces animaux. Et donc ça, c'était au niveau de l'embryon, mais on a regardé aussi ce qui se passait en amont, c'est-à-dire sur le gamète, sur le spermatozoïde. On a regardé le développement de spermatozoïdes dans l'espace pour voir si éventuellement, si anomalie il y avait, elle était générée au niveau du gamète. On a regardé aussi, c'est un animal qui a une particularité, c'est quand on lui sectionne un petit morceau de la queue, un petit peu comme le lézard, il reforme son membre. Et donc, c'est ce qu'on avait prélevé un tout petit morceau de l'appendice caudal de ces animaux. Et on a regardé aussi comment la régénération du tissu se formait, si elle était aussi de manière symétrique. Donc, on a regardé de manière tout à fait générique ce phénomène d'action de la pesanteur sur le développement de l'embryon. Et je crois qu'on a déjà des réponses très intéressantes à donner. Il y a eu des réponses fondamentales sur certaines expériences que vous avez faites? Oui, je vous ai parlé tout à l'heure d'Alice. Il y a une modélisation maintenant du point critique d'un liquide. C'était des composés fluorocarbonés ou du CO2 liquide. On a établi un modèle mathématique qui révolutionne la physique fondamentale. On a un modèle, enfin, donc on peut avoir un concept sur ce phénomène. Et puis on a aussi des applications, j'ai dit tout à l'heure, au niveau des affaires cryogéniques, des carburants cryogéniques. En ce qui concerne le pleurodèle, bien sûr, on a maintenant une réponse sur l'action de l'impesanteur. Est-ce que le milieu agit, et en particulier est-ce que la pesanteur agit sur le développement de l'embryon? Apparemment non. Donc c'est un caractère génétique, c'est un caractère lié au génome. On a d'autres sur le plan en neurophysiologie, en physiologie spatiale. Il y a tout un pan qui n'est pas plus de la science fondamentale, mais qui est de la médecine spatiale et qui est destiné à préparer les équipages qui iront sur Mars. Vous savez que c'est une très très longue aventure avec une exposition au rayonnement assez forte et puis surtout un déconditionnement cardiovasculaire dans la durée qui peut poser problème, ainsi qu'au niveau des os. Et de ce point de vue-là, maintenant, on a développé des contre-mesures qui nous permettent d'être assez optimistes sur la capacité de l'homme à résister sur des vols de très très longue durée, jusqu'à 3 ans. En fait, je crois qu'on peut faire moins en fonction des conjonctions entre la Terre et Mars. On peut arriver à réduire ce voyage à 2 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur le plan neurophysiologique et sur le plan physiologique pur, cardiovasculaire, les laboratoires de professeur Pourcelot, par exemple, de Tours, pas très loin d'ici, sont parfaitement au fait de ces technologies et peuvent jouer un rôle important dans les voyages futurs. Alors on va parler maintenant de cette sortie extravéhiculaire. On a commencé à voir les premières images de votre accoutrement, si je puis me permettre. Il doit sans doute y avoir plusieurs vêtements indispensables, et notamment le scaphandre. Je vous laisse décrire les images. Ben là, en fait, on a le survêtement. Il y a plusieurs couches de vêtements, effectivement, et celui-là, ce vêtement bleu, est un vêtement de thermorégulation, parce que
Le problème du vide spatial, c'est qu'on a plus 100 degrés d'un côté et moins 100 degrés de l'autre. Et donc, si on veut assurer une thermorégulation parfaite à l'intérieur du scaphandre, il faut avoir une circulation d'eau qui est refroidie d'ailleurs au travers d'un sublimateur d'eau pour éliminer l'énergie considérable qui est perdue pendant ces sorties extravéhiculaires. Vous perdez 5 kilos, c'est ça, pendant une sortie? La sortie, peut-être pas tout à fait, mais pas loin. On perd beaucoup d'eau. La sortie a duré 6h30. C'est au niveau des efforts, un médecin spécialiste de la physiologie des EVA a dit que ça représentait 2 matchs de football joués l'un à la suite de l'autre. Alors, juste avant de voir ces images-là, on peut faire une pause, même sur l'image, hein, si on peut, faire juste une pause. Lorsque c'est vous qui avez ouvert l'écoutille pour sortir, vous disiez « je rêve d'être aveuglé par le soleil et de regarder la Terre défiler ». Ça imagine que la sensation était bien au-delà de ce que vous pouviez imaginer, mais d'abord, quelles sont les précautions que vous avez prises pour ouvrir cette écoutille et au moment où le spectacle s'est présenté devant vous, comment ça... Si vous voulez, on vient de parler de l'effort physiologique et le problème, c'est qu'on a 6 heures devant soi et que la fatigue et le niveau d'épuisement peut arriver... Enfin, entre la fatigue et l'épuisement, il y a une progression qui n'est pas linéaire. Et on arrive très bien à gérer son effort pendant une certaine période, mais quand on rentre dans une phase où on est proche de l'épuisement, c'est comme une batterie qu'on a trop usée et qui se décharge complètement. Et donc, il faut être en permanence, comme la capacité physique, car le déplacement sur le long de la station demande un effort physique permanent, ne serait-ce que celui de fermer le gant, parce que le scaphandre est gonflé à 0,4 atmosphère, donc par effet bibendum, chaque mouvement demande beaucoup de force physique. Et quand on est de l'autre côté de la station et qu'on a déjà fait 4 heures dehors, il faut encore utiliser beaucoup d'énergie pour revenir, pour fermer l'écoutille. Alors dans le cas de l'écoutille, il y avait un problème, c'est que cette écoutille avait été ouverte avec un excédent de pression au cours de vols précédents, il y a 5 ou 6 vols avant nous, et donc l'écoutille était voilée, et on ne pouvait plus simplement l'ouvrir que comme dans un sous-marin avec un grand volant. Il y avait une série de 12 boulons qu'il fallait, scaphandre gonflé, dévisser un. C'est-à-dire qu'avant de faire la sortie extravéhiculaire, on avait déjà fait l'effort d'une sortie extravéhiculaire pour dévisser ces boulons. Et donc c'est dans cet état-là qu'à un moment donné, ayant vidé complètement le sas, il a fallu ouvrir l'écoutille, et c'est moi qui avais cette responsabilité. Il ne faut pas l'ouvrir trop vite. Et c'est arrivé au moment où le soleil se levait, parce qu'en fait le soleil se lève beaucoup plus vite, il se lève du fait de notre déplacement. Et le soleil saute carrément comme un cabri de l'horizon. Et au moment où j'ai ouvert l'écoutille, c'était déjà pas très rassurant, les 400 km en bas, le fait que ce soit le vide, le fait que si je suis mal attaché, je m'éloigne de la station indéfiniment, en orbite indéfiniment, et personne ne vient me chercher. Et en plus, ce soleil qui est vraiment comme 10 000 flashs qui m'éclairent, qui m'aveugle complètement, j'avoue que c'était un vrai baptême du feu, et tout vous pousse, dès votre premier millimètre dehors, à bien considérer, à bien comprendre que vous n'êtes pas le bienvenu, que vous avez décidé d'être là, vous avez décidé de vivre dans des conditions de froid, moins 50, moins 150 d'un côté, suivant la température, suivant la couleur, le scaphandre est blanc, donc il réfléchit très bien les rayons du soleil, et donc il y a moins d'écart de température, c'est plus 100, moins 100. Mais sur la station, il y a des périodes, des parties de la station qui sont en moins 150 ou plus 150. Donc des écarts de température extrêmes, le vide, le fait que vous, comme un alpiniste, vous êtes obligé d'assurer votre sécurité avec ces crochets en permanence. Ce sont des crochets, comme un alpiniste que vous... Voilà, vous ne tenez que par un crochet et une lanière, en fait. Vous avez 2 crochets, mais donc vous n'en avez qu'un qui vous tient en permanence, puisqu'il faut se déplacer, donc il faut à chaque fois en enlever un. L'épuisement, tout ça est bien sûr très intimidant, mais après tout, c'est ce qu'on vient chercher. Ouais. Et, là, vous êtes en haut du mât, c'est ça, de Mir, enfin, c'est pas de Safora, c'est un mât qui tient un moteur de roulis, permettant d'avoir un couple important pour pouvoir assurer le contrôle de la station roulis. Et en fait, on avait 3 expériences dans le programme français qui étaient déroulées à l'extérieur. L'expérience que je viens juste la photo d'avant montrait, qui était une expérience qui était destinée à exposer des acides aminés au vide spatial et surtout au rayonnement cosmique,
pour, dans le cadre de cette expérience qu'il appelait exobiologie, de vérifier si la vie avait pu avoir des origines extraterrestres. Et donc l'idée était que si les dégâts occasionnés par le rayonnement cosmique étaient sur ces acides aminés qui sont les cellules élémentaires de la vie, étaient tellement importants que en aucun cas des chaînes élémentaires de vie n'ont pu voyager au travers de l'espace et venir sur Terre. Et donc c'était pour infirmer ou confirmer ces origines extraterrestres de la vie. Vous avez des poussières de comètes aussi à récupérer? Il y avait aussi un espèce de filet à papillons à poussière de comètes, oui, parce que la station est passée par exemple dans les Léonides au mois de décembre. Et donc, les Léonides, c'est une queue de comète qui traîne derrière elle donc, un volume considérable de poussière. Et dans un filet à papillons, qui n'est pas un filet à papillons en fait, qui ressemble plutôt à ces espèces d'opercules pour les médicaments sous forme de gélules, vous savez, mais de manière très microscopique, sont des films d'or qui, chaque fois qu'ils sont percutés, viennent emprisonner la matière à l'intérieur de ces opercules, et ça permet après d'analyser la matière dont sont composées les comètes, qui est important, car les comètes représentent tout à fait la matière primitive, c'est-à-dire celle qu'avait notre univers au moment du Big Bang. Et donc ça permet de mieux comprendre l'origine de la Terre, l'origine de notre système solaire. Là, et puis nous avions une autre expérience qui s'appelait EXEC, et qui faisait la même chose que ce qu'on a fait sur les acides aminés, mais cette fois-ci sur des composants électroniques, pour voir quelles sont les meilleures technologies qui résistent à ce vide spatial, sachant que ces composés sont après montés sur des satellites extrêmement onéreux, et donc on veut valider les meilleurs concepts. On vous a vu jeter quelque chose aussi? C'était un Spoutnik, c'était un projet qui avait été développé en commun par deux lycées, un lycée du Caucase, qui avait formé la partie métallique, la coque de cette réplique de Spoutnik, et puis le lycée de Rédélé à La Réunion, qui avait fait la partie électronique. Et le but était de faire revivre à la nouvelle génération les moments d'émotion intense qu'on avait eus en 1957 lors du premier bip-bip, du premier Spoutnik artificiel, le premier satellite artificiel de la Terre. Et donc c'est assez symbolique que ce sont des jeunes qui ont participé à l'élaboration de ce projet. C'est une réplique parfaite à échelle 1/3, je crois, ou 1/4 du Spoutnik de 1957. Vous avez eu le temps de regarder la Terre un peu quand vous étiez dehors? Eh bien, on parlait tout à l'heure de ces fenêtres. Vous savez, c'est tellement impressionnant que si vous ouvrez complètement vos fenêtres émotionnelles, vous risquez d'être submergé par des sensations contradictoires et d'être paralysé dans l'action. Donc le réflexe professionnel, ça consiste à se protéger et à essayer de fermer les écoutilles quand c'est trop intense. Mais de temps en temps, j'ai ouvert des écoutilles et je peux vous dire que c'était très très fort. Ouais. Très, très fort. Vous avez vu l'Himalaya, non? C'est ça en sortant? J'ai vu l'Himalaya, oui. Et l'Everest même. En particulier au tout début, tout de suite après la sortie. J'avais mis une belle phrase, je me souviens, dans l'article du Figaro, où je disais que j'étais seul au bout de ma perche, là, dans mon scaphandre, comme un scaphandre... comme un scaphandre d'un guerrier, en fait comme une armure d'un guerrier. Et il y a une très belle photo que j'ai faite où on voit Victor dans son scaphandre avec une perche exactement comme un chevalier du Moyen-Âge. Et à ce moment-là, on survolait la Chine, on était entre la Chine et l'Himalaya. Et vous savez, vous avez des associations, vous voyez des continents entiers, mais en même temps, vous pensez à des détails, à des choses de votre culture. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je voyais l'armée de je ne sais plus quel empereur chinois qui avait enterré son armée avec lui. Et je disais, moi aussi, je me sentais comme l'un de ces chevaliers en train de garder la Terre aux frontières de l'univers, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, un peu mieux dit. Quand on regarde le cosmos, quand vous étiez dehors, quand on regarde le cosmos, c'est vide, c'est noir. Qu'est-ce que le regard accroche finalement lorsqu'on regarde comme ça? Mais il accroche sur rien, justement. Ouais, c'est non seulement un noir, mais c'est un noir très mat, un noir très profond. Au moment où on rentre, on passe entre la partie éclairée de la Terre et la partie à l'obscurité, il y a une espèce de rideau, comme de la poudre de carbone qui tombe sur la surface de la Terre, et dont vous percevez la troisième dimension aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment comme si un nuage vous savez, une explosion dans une usine qui porterait un nuage noir qui vient tout obscurcir un petit peu, et vient vous envelopper. Et on se déplace à 7 km/s là-dedans.
Et quand on plonge le regard et qu'on se laisse aller un petit peu à ses perceptions, on a vraiment la sensation qu'on est en train de glisser vers le néant. Et en même temps, quand on regarde dans le vide du cosmos, bon, l'échelle est bien sûr considérable. Là, on parle des étoiles, en plus l'angle de vision, si vous voulez. Quand on regarde le ciel depuis la Terre, si on sort de cet habillé, quand on regarde le ciel, qu'on a la chance qu'il n'y ait pas de nuages, on ne voit quand même qu'un petit angle du ciel. Là, on est au milieu du ciel. Le ciel est partout, tout autour, les étoiles sont partout. Et donc, on est une espèce de petite poussière au milieu de ces étoiles. Et c'est vrai que... Elles sont si belles que d'en bas, les étoiles, ou pas? Elles sont moins scintillantes, puisqu'elles ne sont pas scintillantes du tout, puisqu'il n'y a pas l'atmosphère. Mais par contre, on en voit beaucoup plus, on en voit 1000 fois plus. Et donc, on a même du mal à reconnaître certaines constellations, tant en particulier la Voie lactée est riche. Alors on va continuer à voir le film. On vous a vu fêter la sortie extravéhiculaire avec, c'est de l'Armagnac, je ne sais plus, ou du Cognac. On va regarder le film jusqu'au bout maintenant, et notamment l'atterrissage. Là, pour se raser, c'est pratique, il n'y a pas besoin de déposer les affaires. Oui, souvent on nous demande comment vous faites la toilette, tout ça, donc je pense que le mieux c'est de filmer et de montrer. Ça c'est l'entraînement physique dont vous parliez. Voilà, ça c'est la bagarre chaque jour, matin et soir, pour faire cet exercice qui est inintéressant, de tapis roulant, de vélo ergomètre, mais qui est essentiel, sinon on reviendrait au bout d'un moment complètement désadapté, avec des os extrêmement friables, des muscles un petit peu comme quelqu'un qui est resté très longtemps sur son chambre d'hôpital et qui n'a plus de muscles, qui a perdu sa masse musculaire ou après un plat. Et donc on est obligé de se battre chaque jour contre quelque chose contre lequel on n'a pas envie de se battre, car l'impesanteur c'est le bonheur, je vous l'ai dit. J'imagine. Voilà, des livres de Jules Verne que j'avais envoyé. Je vous avais eu mon petit saxo soprano. Ouais. Vous aviez emmené de la Terre à la Lune de Jules Verne. Oui. Alors la Terre à la Lune, c'était symbolique. Vous buviez quoi? C'était de l'Armagnac? C'était du... Oui, c'était pas forcément ce que l'étiquette montrait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'était une bouteille de whisky. C'était plutôt du cognac ou de l'Armagnac que du whisky, c'est ce que je veux dire. Et ce sont des rations qui sont en fait envoyées par les médecins russes. C'est des médicaments de soutien, mais en fait, il y a des très faibles doses, si vous voulez. Vous vous rendez pas compte que quand vous vivez 6 ou 7 mois dans une station, il y a une vie sociale qui s'instaure, oui. On se met en danger, on revient, on s'en est sorti bien, on a réalisé la mission, on a besoin de décompresser et repartir. Pendant la mission, par exemple, mon commandant a perdu sa mère, il a eu toute une période où il était très mal. Et c'est vrai qu'on a besoin de reconstituer un peu une micro-société à l'intérieur et que bon, ces quelques rations à laquelle on a accès une fois ou 2 fois par mois permettent de jalonner notre vie de certaines petites fêtes, de petits éléments symboliques, de petits événements symboliques, pardon, qui nous permet vraiment de reconstituer notre société, notre micro-société à nous et de garder des liens étroits. Vous vous êtes disputé ? Très rarement. Deux petites fois où on ne s'est pas disputé, où on a eu une argumentation, on pourrait dire, on n'était pas d'accord, et puis on a fini par se mettre d'accord. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une dizaine de minutes ou un quart d'heure, sur 6 mois, ce qui est quand même extraordinaire. Là, ce qu'on a vu, c'était les astronautes de Columbia, parce que vous étiez en contact radio avec eux. Il y avait un Français d'ailleurs qui était Michel Tonini, qui a été sélectionné en même temps que moi, qui a volé. Et c'est vrai qu'on a eu un dialogue extrêmement privilégié. On était 2 Français. Vous voyez, je vous parlais c'est peut-être l'éclipse, ça. Mais, on va arriver à l'éclipse, là, oui. Ce noir-là, je vous parlais tout à l'heure de cette espèce de poudre carbonique, on le voyait, on le ressentait un petit peu dans cette image. Des images, bien sûr, de la Terre. Ça, c'est l'Australie. C'est dans Atlantique. Ça, c'est Columbia. Columbia, pardon. Alors ça, c'est l'éclipse de soleil, c'est extraordinaire. C'était la première fois qu'on pouvait photographier depuis l'espace. Là, je ne m'intéressais pas à l'éclipse, on regarde le soleil plutôt. Nous, on a regardé l'ombre qu'a laissé la Lune sur la Terre. Cette espèce de salissure, comme un doigt, le doigt d'un... d'un dieu. Non, vous en parlez dans le film. Pas une Atlante ou un... comment s'appellent ces statues qui portent le globe terrestre? Atlas. C'est les Atlas. Non, mais il y a un terme grec. C'est le terme grec. Donc ça, c'était le résultat de l'éclipse de soleil. Voilà, c'est cette espèce de disgrâce. On le voit tout au long. On l'a vu 2 fois au cours de 2 orbites consécutives. Une première fois au-dessus de l'Europe, donc au-dessus de la Manche, et cette fois-ci au-dessus du Pakistan. Alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais pendant votre sortie extravéhiculaire, on vous dit que vous faites en 90 minutes le tour de la Terre. Vous avez vu 4 levées et 4 couchers de soleil, c'est ça?
C'est ça? Le temps de la sortie extravéhiculaire en 5 heures, c'est à peu près ce que, en 6 heures, oui, on a vu 4... oui, c'est ça, à peu près. Oui. C'est rare, ça n'arrive pas à tout le monde. Oui, enfin, on les voit aussi depuis l'intérieur de la station. Mais là, c'est vrai que dans l'obscurité, on est obligé de s'arrêter parce qu'on ne peut pas assurer sa sécurité dans les déplacements. Et c'est vrai que ça rythme un petit peu cette sortie extravéhiculaire, d'autant plus que dans l'immobilité, on se refroidit très rapidement. On est obligé de faire très attention à réguler sa température. Là, c'est la fin donc de la mission et le retour. Ce sont les adieux. Oui, les adieux. Ouais. Enfin, en particulier, c'est, disons, le petit message de clôture de la mission, avec les remerciements à toutes les équipes qui sont au sol, parce que nous, on est un peu la partie émergée de l'iceberg, mais derrière, pendant une mission de 6 mois, ça représentait un effort logistique et opérationnel considérable pour le CNES, Centre national d'études spatiales, et l'Agence spatiale européenne qui ont supporté ce vol. Et donc, c'est normal qu'on en profite pour se tourner un petit peu vers nos collègues qui nous ont permis non seulement de réaliser la mission, mais aussi de réaliser ce rêve extraordinaire qui consiste à voyager dans l'espace et à aller là où peu d'hommes ont pu aller. Et où, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas les bienvenus. Il y a 350 astronautes et cosmonautes, je crois, qui sont allés dans l'espace, entre 350 et 380. Et une centaine d'Amir. Et une centaine d'Amir. Ça, c'est donc l'atterrissage. Retour très difficile, physiquement, je veux dire, la réadaptation. Eh bien, disons que l'atterrissage a été un peu difficile parce que la steppe a pris feu autour de nous. Et donc, on a un petit ventilateur qui permet normalement de rafraîchir l'air à l'intérieur du scaphandre au cas où on serait bloqué, où on n'a pas d'équipe de survie qui vienne nous chercher. Et en fait, là, le ventilateur nous a amené la fumée à l'intérieur. On suffoquait un petit peu. On était complètement renversés. Et ça a été très difficile de s'extraire de la station, du Soyouz, de la capsule. Entre l'atterrissage, entre le décollage et là cet atterrissage, enfin c'est comme nous, lorsqu'on prend un simple avion, on a notre préférence. Vous, qu'est-ce qui est le plus éprouvant finalement entre les deux? L'atterrissage, a priori, a l'air plus facile. L'atterrissage, c'est très sympathique parce que vous retrouvez vos proches, mais le décollage, je dirais que c'était... J'ai eu un mot au moment où, tout à l'heure, on a vu la période où l'équipage, le commandant qui nous a précédés, s'en allait avec le Slovaque. Et je me disais, mon vol précédent, j'étais parti aussi rapidement comme ça, j'avais pas eu le temps de bien voir. Et eux, lui, son aventure est terminée au bout de 8 jours. Déjà, c'est la fin. Et j'étais un petit peu triste pour lui. Et je me disais, j'étais heureux parce que j'avais toute cette perspective de plusieurs mois devant nous où j'allais pouvoir avoir du temps à moi, donner du temps au temps pour réaliser tout ce que j'avais pas pu faire pendant mon premier vol. Et donc, le décollage et l'arrivée dans la station, pour moi, était aussi un événement. Je crois que tous les événements dynamiques pour un pilote de chasse c'est-à-dire l'amarrage, le décollage et l'atterrissage sont des moments importants. Mais la vraie richesse de l'expérience, la richesse humaine, c'est bien sûr dans la durée qu'elle s'installe, dans cette vie partagée, dans ce milieu étrange et plein de charme et d'émotion qu'est la station Mir. Qui va donc être détruite maintenant, là, ces jours-ci? Ils ont récemment décalé le pronostic de retour de Mir. Vous savez, l'atmosphère varie considérablement en fonction du rythme solaire, l'activité solaire, des saisons, des périodes. Et donc, on n'a pas de modèle mathématique parfait de l'atmosphère. Or, de la densité de l'atmosphère dépend complètement du freinage de la station, car même dans les parties à 300-400 km, il reste encore quelques molécules. À 250 km, normalement, ça commence à freiner sérieusement, mais il s'avère que là, du fait d'une activité solaire très faible, il y a une densité beaucoup plus faible qu'il l'espérait, et la station Mir entrera donc dans les couches denses plus tard. Et aujourd'hui, on parle de fin mars, début avril. C'était inéluctable qu'elle soit détruite, parce que c'est quand même un grand symbole de la conquête spatiale. Je pense qu'elle a fait 15 ans dans l'espace pour 3 ans programmés, donc c'était déjà considérable. D'autre part, on n'en a pas parlé, mais nous sommes rentrés dans l'ère de la station internationale. Ça fait déjà plus d'1 an que le premier élément est en orbite. Récemment, l'équipage qui va se poser même ce soir, je crois, a amené un module qui est le premier laboratoire orbital de la station. Donc on est en plein dans l'avenir, qui est la station internationale. Et il n'est pas imaginable que même les États-Unis n'auraient pas pu maintenir 2 stations en état de manière en parallèle.
Parce que maintenir une station, ça veut dire envoyer environ 6 lanceurs par an, 2 avec des équipages et 4 avec des cargos automatiques, à 15 millions de dollars le lancement. Pour la Russie, avec les difficultés économiques qu'elle connaît, il était peu imaginable qu'elle puisse à la fois participer à la station internationale et maintenir Mir. Donc c'est une conséquence logique, même si je conçois que pour eux, ça a beaucoup de tristesse, un déchirement, car c'est quand même, elle a marqué probablement le point culminant de la technologie spatiale soviétique et russe. Bien, le temps passe très vite. On se donne quelques minutes pour quelques questions. Vous levez la main comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués à venir. Il y a des hôtesses qui vous passent un micro. Les premières questions sont toujours difficiles. Il faudrait qu'on prévoie les premières questions. On passe à la deuxième. Je dis qu'on passe à la dernière. Il y a toujours 5 mains qui se lèvent quand c'est la dernière. Il y a une main qui se lève là-bas ou c'est une dame qui met son manteau? Le temps que peut-être une question vienne, on peut peut-être parler. De toute façon, Stéphane a toujours des questions. Non, mais c'est pour le temps qu'une question vienne. Monsieur, une question. Deuxième rang devant, s'il vous plaît, chères hôtesses. Deuxième rang devant, monsieur. Allez-y, Stéphane. Non, c'était pour parler de la Station Spatiale Internationale et pour la décrire en quelques mots et nous dire un peu à quoi elle allait servir. J'ai un document sous les yeux qui dit que c'est donc un immense complexe de plus de 100 mètres de longueur et d'une surface équivalente de celle d'un grand stade de football. Elle va servir à quoi? Qui l'occupera? Eh bien, c'est un programme qui est international, c'est-à-dire à laquelle participent 5 grandes organisations spatiales. La NASA pour les États-Unis, le Rosaviakosmos pour la Russie, l'Agence spatiale européenne pour l'Europe et donc pour la France, NASDA pour le Japon et le CSA, Canadian Space Agency. Elle sert à virer à la fois à faire de la science et du développement technologique. Excusez-moi. Non, je vous en prie, c'est... Monsieur. Ça marche. Ça marche. Ça marche, oui. Je voudrais simplement, ayant été un peu dans ces régions, l'Ouzbékistan, je voudrais savoir à quelle distance, en gros, que le terrain russe est-il de l'Ouzbékistan, d'une part, et de la mer d'Aral, d'autre part, en gros. De l'Ouzbékistan, vous disiez? Oui, et puis de la mer d'Aral. En gros. Il est à peu près à mi-chemin, mais plus proche de la mer d'Aral. Si vous connaissez la région, il y a la Sir d'Amour et la Sir d'Aria, qui sont 2 fleuves qui vont de la mer d'Aral vers l'Ouzbékistan, vers les champs cotonniers de l'Ouzbékistan. Oui. Leninsk, parce qu'en fait, Baïkonour, vous savez que c'était un leurre. Baïkonour est un village qui est situé bien plus au nord par rapport au cosmodrome. Le cosmodrome s'appelle en fait Leninsk et il est situé sur le bord de la Sir d'Aria, à 400 ou 500 km de la mer d'Aral. Oui, je vois à peu près, merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Autre question ici à l'opposé, mademoiselle, vous faites un petit 100 mètres, ou 50? 25. Monsieur, vous levez la main pour qu'on vous voie. Très bien. Alors, attendez, la personne qui parle, là, n'a pas de micro. On prend d'abord cette question-ci, vous, ensuite. Drapeau Malouin. Parce que j'ai des attaches depuis ma tendre enfance. Je vais régulièrement dans cette région où mes parents ont une maison. Et parce que je trouve que l'esprit corsaire est une attitude et une approche qui est assez typique des qualités des marins et en tout cas des aventuriers français. Ils étaient un peu aventuriers, les corsaires malouins. C'est-à-dire qu'avec de faibles moyens, arriver à des résultats assez spectaculaires. Et pour ne prendre que le cas de Surcouf, c'était avec des tout petits vaisseaux, ils arrivaient à attaquer les plus grands vaisseaux anglais. Alors c'est un peu David contre Goliath, si vous voulez. C'est le génie et l'audace par rapport à l'utilisation de moyens considérables qu'on n'a pas en France et qu'on n'a pas encore même en Europe. L'Europe, pour une capacité économique similaire à celle des États-Unis, a un programme spatial qui est à peu près le dixième, disons que l'effort spatial en termes budgétaires est le dixième de celui des États-Unis.
Et donc, ce n'est pas suffisant pour nous décourager. Et je crois que, compte tenu de la motivation de nos différentes équipes de scientifiques, d'opérationnels, d'ingénieurs, et compte tenu peut-être d'une certaine astuce, on dit de manière assez prosaïque le système D français, par exemple, on arrive, du fait qu'on a moins de moyens, on arrive probablement à en faire un bien meilleur usage. Et je crois que c'est une particularité européenne d'être obligé d'être extrêmement astucieux pour arriver au niveau de nos concurrents qui ont la même puissance économique, mais qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Vous êtes mal loin, peut-être. Oui, c'est M. Queneau, le maire de Saint-Malo, qui l'a dans son bureau. C'était un message personnel. Il y a une autre question par ici, où monsieur... Une question de coût, je crois. Une question de coût. Dans le fond, monsieur, allez-y. Quelle somme d'argent a donné l'État français à la Russie pour que ce voyage ait eu lieu? Alors, il n'y a pas de somme officielle parce que le vol a été négocié sur un paquet de 4 vols. Mais disons que l'ensemble des versements depuis le vol de Jean-Luc Chrétien en 82 que le Centre national d'études spatiales a fait pour payer les tickets de vol aux Russes est de 750 millions de francs, je crois. Alors 750 millions de francs, c'est considérable, mais par exemple, en ce qui concerne le développement de la recherche de l'espace lointain et l'astrophysique, le programme a dépensé 1,2 milliard depuis le tout début, dans la même période de référence. Et pour donner un ordre de grandeur, le budget du Centre national d'études spatiales est un budget qui se situe aux alentours de 12 milliards de francs par an. Donc si un ticket de vol chez les Russes est aux alentours de 15 millions de francs, à comparer à 12 milliards. Donc on parle de portions de pourcentage. 0,4%, 0,3% du budget spatial français. Donc même si je conçois que sur une période de 82-2000, ça fait 18 ans, 750 millions, 800 millions de francs, c'est une somme considérable. Ramener à l'effort spatial français, c'est symbolique. Et en termes d'image pour la France, pour le rôle qu'elle a joué dans le vol habité depuis le tout début de cette activité, je crois qu'on peut dire que c'est un bon investissement. Ne serait-ce qu'au niveau, par exemple, du développement de la compétence des laboratoires scientifiques dans le cardiovasculaire, dans le neurophysiologique. Il y en a un troisième qui m'échappe maintenant, mais on pourrait citer Garbos au nucléaire, le Centre national nucléaire, comment s'appelle-t-il? Aidez-moi, Grenoble. Non, pas le CERN. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, vu le niveau de ces différents laboratoires et de la position qu'ils ont, la pertinence qu'ils ont dans le milieu scientifique mondial. Est-ce que ça va répondre à votre question ou... La dernière question. Ça n'a rien à voir avec le budget de la station spatiale. Quand j'ai dit la dernière, beaucoup de mains se lèvent. Il y a 2 questions. On prend ces 2 questions-ci, monsieur. Oui, merci. 2 questions, si vous le permettez. La source d'énergie électrique à bord de la station spatiale, vous êtes fournie uniquement par les panneaux solaires qui alimentent des batteries tampons, je suppose, ou y avait-il autre chose? Non, c'est ça, c'est batterie solaire avec accu tampon, puisqu'on passe de temps en temps dans la partie sombre de la Terre, dans la partie obscure de la Terre. Donc il faut absolument ces batteries tampons pour récupérer l'énergie et pouvoir l'utiliser quand les panneaux solaires ne sont pas éclairés. Par opposition à des piles à combustible qui sont utilisées dans la navette américaine. Alors, les mauvaises langues diront, bien, c'est parce qu'ils n'ont pas la technologie. Les Russes n'avaient pas la technologie. Je crois que c'est faux. En fait, la pile à combustible est parfaitement adaptée pour un vol de courte durée. Pour un vol de longue durée, elle engendrerait le stockage de quantités de carburant cryogénique considérables qui ne sont pas compatibles du vol. Et c'est pour ça que pour la station internationale, la même source d'énergie a été choisie, mais avec une énergie bien plus considérable. Et c'est d'ailleurs une des avancées qu'a la station internationale.
sa capacité d'énergie qui lui permettra de conduire, en particulier dans le domaine des physiques, des fluides, tous ces dévoreurs d'énergie, de faire des programmes beaucoup plus significatifs. Cette question, en sous-tendez une seconde, si vous permettez, excusez-moi. Est-ce justement ce qui empêche, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais est-ce ce qui empêche d'imprimer à un engin comme la station une rotation lente sur elle-même, ce qui permettrait, je crois, de recréer un semblant de pesanteur à son bord? Non, on pourrait concevoir qu'elle tourne autour de son axe principal, autour desquels sont organisés les panneaux. Donc ça n'est pas vraiment la raison. Je pense que la raison est plus technologique, c'est que mettre en mouvement une masse aussi importante et répartir les volumes d'espace vie tout autour d'un cercle suffisamment significatif pour restituer une pesanteur artificielle, ou alors un cercle plus restreint avec une vitesse de rotation plus importante, semble poser plus d'inconvénients qu'elle ne résolve de problèmes, dans la mesure où l'homme de toute façon s'adapte très bien à la pesanteur. Dernière question. Alors avant-dernière, madame, ça sera vous ensuite. Avant-dernière. Oui. Allez. Après l'abandon du projet Hermès, existe-t-il un projet français ou européen susceptible d'être mené à son terme pour avoir un accès propre à la station internationale, ne plus dépendre des Américains ou des Russes? Oui. Alors, Hermès a été arrêté en tant que tel, mais il y a toujours eu les percées technologiques qui ont été faites autour d'Hermès, comme le pilote combustible, l'aérodynamique hypersonique, la protection thermique avec les matériaux carbone-carbone ou silice-carbone, pardon. Tous ces avancées ont été prolongées et nous ont permis de participer au programme de CRV. CRV, c'est le Crew Rescue Vehicle, c'est la chaloupe de sauvetage de la station internationale qui a été développée sous maîtrise d'œuvre des Américains et pour laquelle l'Europe a participé justement avec ses matériaux de protection thermique à base de carbone. C'est aussi l'Europe et plus particulièrement la France, au travers de la firme Dassault, qui a généré les codes qui ont permis de retenir la forme actuelle du vaisseau, etc. Alors, ce vaisseau, dans sa forme actuelle, n'est pas un vaisseau qui permet d'aller de manière indépendante en orbite, c'est un vaisseau qui permet de revenir sur Terre en cas d'avarie sur la station internationale. Mais il est conçu de telle manière que si des décisions dans ce sens sont prises, on pourra utiliser la base de ce véhicule pour en faire un vaisseau qu'on appelle le CTV, Crew Transfer Vehicle, et donc qui sera un moyen complètement indépendant de la navette ou du vaisseau Soyouz pour aller sur la station, pour aller dans l'espace. C'est d'autant plus important que la navette est chère, la navette est fragile, elle a déjà un certain nombre d'années d'exploitation, et donc il est, d'un point de vue programmatique, dangereux de se fier uniquement à un seul moyen de transport pour se rendre sur un vaisseau qui a représenté un investissement si considérable pour l'ensemble de la communauté internationale. Madame. Oui, je voudrais savoir, au moment du décollage, qu'est-ce que vous ressentez? Je pense au niveau de la pression et aussi au niveau du rythme cardiaque. Chacun réagit un petit peu à sa façon. Il y en a effectivement certains astronautes dont le rythme cardiaque s'accélère. D'autres, c'est indifférent, c'est un petit peu mon cas. Ce qu'on reçoit, je crois que c'est plus psychologique que physiologique, dans la mesure où le facteur de charge, au début, une fusée, ça a une masse considérable et à peu près 85 à 87% de la masse est composée de carburant. Et donc, c'est par le fait qu'elle consomme très rapidement son carburant, je disais tout à l'heure 1500 kg à la seconde, qu'elle s'allège, et comme la poussée est constante, elle accélère très rapidement, selon une forme exponentielle. Mais malgré tout, le facteur de charge maximum, c'est-à-dire le rapport poussée-poids d'une fusée ou de différents étages, ne dépasse jamais 4G à peu près, ce qui, par rapport même aux avions de chasse modernes qui tirent allègrement 9G, comme le Rafale par exemple, est quelque chose de négligeable.
Par contre, bien sûr, ce qu'on ressent au moment où on est à la place de la bombe atomique, là au bout de cette fusée qui était un missile balistique, et où ça s'ébroue et on part vers l'espace, ce qu'on ressent, c'est un sentiment de libération. Et d'ailleurs, libération est un terme technique qui désigne le moment où la capsule se sépare du lanceur. C'est aussi un terme technique qu'on appelle vitesse de libération. C'est la vitesse à partir de laquelle on peut s'échapper de l'attraction terrestre et aller voyager dans le système planétaire. La libération psychologique de l'astronaute qui enfin sait que plus rien ne sera remis en cause dans son aventure est quelque chose, je crois, de très important et qui prédomine toute autre sensation physique ou psychologique. Ce sera ma dernière question. Bien, c'est monsieur... Juste une dernière question, si, vraiment, parce qu'on n'a pas parlé de ça sur le tourisme spatial, ou même... je vais essayer de faire une question qui sera plus large. Est-ce que l'espace, aujourd'hui, vous qui y êtes allé, est fait pour être occupé par l'homme ? Je crois que c'est dans la nature de l'homme, et quand on regarde l'histoire de l'humanité, l'homme n'a eu de cesse, depuis le début de l'histoire de l'humanité, de conquérir les espaces qui étaient à sa portée, que ce soit les mers, que ce soit les terres. Et aujourd'hui, les avions de ligne nous amènent à peu près partout, au travers des océans et des continents. Et donc, le seul espace qui soit à la portée de cette ambition permanente et intrinsèque de l'homme de conquérir les espaces, c'est l'espace terrestre. Je crois que mon camarade, par exemple, Addeyev, qui a été avec moi à bord et qui a vécu 1 an dans l'espace, parce que tout à l'heure, on s'est extasié sur ma performance en 89 jours, mais Addeyev, mon collègue, a fait 1 an, lui, ce qui est quand même bien plus considérable. Et en tout, il a passé 747 jours dans l'espace. Ça démontre que effectivement, on est chez soi. Et d'ailleurs, il y a certains, on est chez soi, on est en orbite comme chez soi. Et il y a certains moments où si je ne m'étais pas à pincer et me dire tiens, mais quand même, tu te rends compte la chance que tu as, tu es dans une station internationale. J'étais tellement concentré sur mes tâches techniques ou technologiques ou scientifiques que j'oubliais complètement le milieu dans lequel j'étais. Donc effectivement, non seulement l'espace appartient à l'homme, l'espace est pour l'homme, il y vit bien, mais je crois que la Lune, Mars sont des espaces qu'il conquérira très bientôt, et en laissant la place probablement, vous avez cité le concept de tourisme spatial, je crois qu'il laissera très rapidement les professionnels que sont les astronautes de la station internationale laisseront la place de l'orbite terrestre proche aux touristes dans les 10 ou 20 années qui viendront. 20 années qui viendront. C'est proche. 20 années, disons, ça pour des raisons économiques. Ça ne sera pas le prix d'un an de Paris dans TGV. Il y a déjà, vous le savez, un premier touriste spatial, un touriste privilégié, certes, puisqu'il a quand même payé son ticket 20 millions de dollars, mais qui prétend à un vol cette année. Donc ça veut dire... Vous savez, si vous vous souvenez du début de la conquête de l'air, eh bien, ça s'est passé tout à fait comme ça. Il y a eu quelques aventuriers richissimes qui ont partagé l'aventure avec quelques pionniers de l'aviation, et puis on en est arrivé à l'aviation commerciale d'aujourd'hui. Et donc, il n'est pas du tout sacrilège de penser que dans l'avenir, il y aura toujours des aventuriers qui iront de plus en plus loin, et en même temps, des monsieur tout le monde qui viendra rendre visite en orbite. Et déjà, pour avoir développé les vols paraboliques, j'ai eu de très nombreux monsieur tout le monde dans l'avion 0G pour vivre ce que c'était que l'impesanteur et de voir toute la magie de notre métier. Merci beaucoup. Merci à vous.